Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. oreille chaste, s'abstenir. Le silence de la mort, c'est la paix. Quelqu'un a juré de se venger. Je vais prendre ma revanche! Lorsque Nelly disparaît, Rose commence à faire d'étranges rêves. Oh my god, j'ai rêvé que j'étais dans un œuf avec François Legault et qu'on voulait partir un band pour prendre la cucaracha. Ma chanson préférée! Elle rêve que Nelly lui rend visite. Cependant, Nelly n'est plus tout à fait la même. Elle est morte. J'ai fait mourir. Puis, c'était correct, j'ai bien fait ça? Puis, le corps de Nelly est retrouvé et une autre fille est portée disparue. Hey, Suzanne, je viens de trouver Nelly, t'es cachée dans le garde-manger. Suzanne? Ça va. Rose aimerait pouvoir oublier le meurtre de Nelly. Après tout, Noël approche à grands pas. Mais les morts, eux, ne dorment jamais. C'est parce qu'on boit trop de Red Bull. Mais pourquoi est-ce que mon frère ne veut pas partager ses secrets de puberté avec moi? Et lorsque Rose ferme les yeux le soir, Nelly est là, qui attend. Je suis là! Laisse-moi t'amener au-dessus de la forêt pour te montrer là où un cadavre est déjà enterré. Un Noël sanglant. Frisson numéro 36. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Nelly Galland. Et oui, Nelly Galland parce que Rose Porlier, c'est vraiment trop dur à dire. Et je suis en compagnie d'une habituée. Vous l'aimez, nous l'aimons. Tout le monde l'aime et c'est Janice. Allô! Joyeuse fête! Oui! Hey, Joyeux Noël, on est le 27! on est le 27, joyeux Noël en retard, Janice, mon Dieu Seigneur. T'es bonne, toi, pour faire le jeu de rôle de la date te change. J'ai ouvert un cadeau là. Je l'ai gardé pendant 2 jours. Ben oui, on enregistre ça avant, c'est sûr, le 24 novembre, mais on s'est mis dans Noël là, parce que on s'entend-tu que Noël sanglant, c'est pas le frisson le plus Noël qu'il peut avoir non plus, tu sais. À part si c'est le titre, là. Ah, ben, comment ça? Tu trouves, toi, t'as trouvé ça festif et Noël? Ben, pas festif, mais je veux dire comme... Ah, OK, tu veux dire chaleureux, là. Ben, tu sais, ben, pas dans le fond chaleureux, mais je veux dire, tu sais, on dirait que Noël, tu sais, ça se passe pendant le temps des fêtes. En anglais, là, le titre original, c'était The Dream Killer. Ouais. Puis après ça, ils ont changé ça à The Christmas Killer. Puis en français, ils ont vraiment fait un Noël sanglant. Puis ils ont vraiment mis une écriture de Noël dessus. Fait que c'est vraiment la pochette qui fait plus que c'est Noël que l'histoire. Tu sais, l'histoire, je trouve qu'il est pas... à part qu'il tue dans le temps des fêtes, puis qu'à cause que ça se passe dans le temps des fêtes, Ouais. ça aurait pu autant arriver à l'Halloween. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, mais ils les emballent dans des rubans rouges, comme le sang. Ah, y es-tu pas bien avec le sang, ce gars-là? C'est quoi son problème à lui? Mais là, Janice, avant toute chose, moi, je veux te demander une chose. C'est toi, ton historique avec les frissons, là. T'as-tu comme des souvenirs d'enfance, d'adolescence, de comme... Parce que, tu sais, là, étant des fans d'horreur, on figure un peu tous au Québec qu'on a consommé des frissons, que ce soit que pour la couverture ou pour le texte. Puis toi, qu'est-ce que t'as comme souvenir là, de ces... Ben, moi, j'essaye de voir si j'en lisais au primaire ou c'était au secondaire. J'arrive pas à me rappeler, tu sais, si j'étais... C'était dans quelle période? Ouais, si j'étais là? au primaire. C'est sûr, au secondaire, oui. Puis j'avais la collection. Tu sais, c'est sûr que je tripe les dessus de livres. Puis justement... Ça n'a pas d'allure, hein? Puis en regardant, tu sais, j'ai comme recherché un peu les couvertures, là, en faisant... Ben, j'ai pas fait des grandes recherches, là, pour ça, mais j'ai regardé les couvertures quand même, puis je me rends compte que ça a vraiment influencé mon dessin. Tu sais, les dessins que je fais, là, je vois... Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé oui, de tu sais, ça. puis j'ai vu de Snowman, de Snowkill. Le bonhomme de ou je sais neige. pas, ouais. Puis, tu sais, j'ai fait un dessin de Noël, puis
Je veux dire, ça me refait penser à ça. Fait que je pense qu'au niveau inconscient, toutes les pochettes, toutes les covers sont là, puis ça ressort dans mes dessins. Comme je te disais, là, je pense que c'est peut-être pour ça que je trippe autant. Ben, ça doit être ça. Peut-être que ça attire, tu sais, comme le... Ah, ben c'est cool, il y a des choses qui s'expliquent. Mais aussi, dans mon souvenir, là, je pense que j'achetais les frissons au centre d'achat de Drummondville. À la tabagie. J'ai comme ce souvenir-là, mais tu sais, je suis pas certaine à 100%, mais il me semble qu'il était là. Puis c'est ça, tu sais, moi, je pense que c'était des cadeaux que je recevais ou que j'allais m'acheter quand il y en avait un nouveau qui sortait. Puis j'aimais beaucoup les lettres qui ressortent, là. Oui, les couvertures. Ouais. Ben ça, c'est les premières éditions, ça. Puis dernièrement, mettons, v'là 5 ans, j'ai tout vendu dans une vente de garage. Puis là, j'étais comme... Quand j'ai vu que tu ressortais le podcast, là, j'ai fait « Ah! Je les reveux! » Fait que là, j'ai commencé. Ben moi, je vais toujours dans les vestiaires, là, les comptoirs familiales. Moi, je trippe antiquité. Je comprends. Le linge, peu importe. Puis, j'ai commencé à en réacheter. Puis, sais-tu qu'est-ce qui me fait triper, moi, de ça? C'est quoi? C'est les petits messages d'adolescents que tu peux retrouver dans les pages. Et j'en ai un. Les noms, pis ces affaires. Ah, pour vrai? J'en ai un que je peux te lire. Moi, ça me fait vraiment... ça me fait vraiment rire. Puis écoute, tu pourras mettre une voix d'ado, là. OK? Est-ce que je viens de voir cette nuit-là? C'est cette nuit-là? Ouais, c'est dans lui. Là, tu sais... Ah, il est bon, lui. Dans Un Noël sanglant, le message, il était assez bref, là. C'est... Salut, je m'appelle Xavier Bergeron, et toi? Ben moi, je m'appelle Nelly Galland, puis... merci pour ton Noël sanglant. Comment il s'appelle encore? Xavier Bergeron, on le salue. Xavier Bergeron. Salut, Xavier Bergeron. Mais celui-là, c'est dans Cette nuit-là. Frisson numéro 4. OK, écoute ça. Allô, Jen. Je te redonne tes choses sans rancune parce que, comme dirait Burel... On sait pas c'est qui Burel. Je ne sais pas. Je ne suis pas une rancunière ni une rancunieuse. Je ne sais pas ce qui va nous arriver à toi et moi, mais je t'assure d'une chose, je ne t'oublie pas. Verseau, je ne t'oublie pas parce que je garde de très bons souvenirs de toi. Bonne chance avec William Christopher. Là, il y a une grande flèche avec un nuage. Et l'heureux papa, il ne faut pas l'oublier. Hey, Marianne! En parenthèse. En souvenir de moi. Bye, Ariane Remond. 21 novembre 93. Hey, c'est pas vrai! Il y a du gossip dans le frisson, man! Non, mais moi, si c'est écrit dedans, j'achète encore plus, tu sais. Fait que faudrait que tu fasses un spécial retrouvons ceux qui ont écrit dans les frissons. Hey, t'imagines-tu? Et cela s'est passé à Terreur sur le pod. Non, à Frisson sur le pod version OD, tu sais. Ouais, c'est ça. On va appeler ça OF. Ça pour te dire que présentement, ben, je les rachète. Puis ben là, mon cousin m'a emmené... je pense qu'il m'en a emmené une 12aine l'autre jour. Oh wow. Hey, quel beau cadeau. Moi, là, j'aurais vu ça. Quelqu'un m'arrive ici avec une boîte de frissons. Là, je crie comme une petite fille. Là. Comme même si je les ai toutes, même si... Ben là, en ce moment, je les ramasse toutes parce que j'essaie des... parce que je veux en faire tirer aussi. Ah t'sais. Ouais. On se ramène à un Noël sanglant. Tu sais, ça, c'est un livre que j'ai lu, là, je te dirais une 14e fois parce que je l'avais lu une 13e fois pour le faire avec nos acteurs qui ont joué nos fameuses scènes qu'on va voir aujourd'hui. Un Noël sanglant, c'est un de mes préférés, même si il est bizarre comme livre. Ouais. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, comme t'en as lu une couple de frissons, là? Ben, j'en ai lu une couple, mais je me rappelais pas d'avoir lu lui. Ah non? Puis si je me fie au cover, là, je l'aurais acheté. Mais j'avais aucun souvenir. Puis c'est le plus long de la série, il y a 236 pages, ouais. Juste avant, 2 numéros avant celui-là, il y a eu Rêve fatal, que j'enregistre demain avec Evelyne de Sobre et Branché. Et Stéphanie, oui, non, c'est vraiment cool. Fait que c'est drôle, hein, 2 jours d'intervalle. Puis l'autre, il y avait 203 pages, Rêve fatal, tandis que lui, il y en a 236. Il est plus long, c'est le seul écrit par cet auteur-là aussi. On va en parler pendant la fiche technique. Mais il y a quand même quelque chose que, en tout cas, comme je t'ai dit, on dirait que Noël, il est forcé dedans, là. Ouais, ben, moi, je l'ai, tu sais, parce que je n'avais pas relu
depuis très longtemps. Là. Depuis ton adolescence secondaire ou primaire, oui. on n'est pas sûr. Fait que je me disais, ça va être quétaine ou tu sais, je suis partie comme à moins 10, là. Mais finalement, j'ai aimé ça. Non, mais je l'ai beaucoup aimé. Tu sais, quand... Ben oui, c'est un bon roman. Ouais, c'est ça, je t'ai parce dit, que, c'est un bon. Je soupçonnais, en tout cas, un peu tout le monde, là, mais... non, j'allais beaucoup aimer. Puis, tu sais, l'esthétique, là, tu sais, les gants noirs, le rouge, tu sais, ça faisait un peu, pas Argento, là, mais ça va, ça va quand même vraiment. dans ces couleurs-là. Tu sais, puis aussi Suspiria, là, quand elle danse, là, puis elle peut pas capable, pas capable de s'arrêter, là. Non, mais c'est vrai, mais c'est comme quasiment hypocrite de ma part de triper sur un Noël sanglant, mais pas Suspiria. Ouais, c'est hypocrite. Non, mais visuellement, tu sais, parce que comment je me l'imagine, il est vraiment beau. Les acteurs sont meilleurs. Non. Sont meilleurs dans le livre. Ils sont meilleurs dans le livre que dans le film. Parce que tu vas voir dans le film, ils sont très monotones, les acteurs. J'ai hâte d'entendre ça. Non, mais oui, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. J'ai aimé ça. Là. Je pensais pas que je me forcerais, mais non, j'ai aimé ça. Ça allait être comme une... ça va être comme... ça me tente pas. Ouais, mais non, j'ai eu du plaisir. Mais il y en a des frissons comme ça. On va embarquer tout de suite. Là, il n'y a pas de teaser comme tel dedans parce que, tu sais, il y a le résumé en arrière. Puis habituellement, au début, il y a comme un petit bout qu'ils mettent en extrait. Puis la dernière fois, je n'étais pas capable d'en trouver. Fait que j'ai juste décidé de dropper ça. Okay. Aujourd'hui, on n'a pas de teaser. On va faire un chin-chin de tisane et de thé de Noël. Moi, c'est clean. Attends, on va faire le son. Tiens. Moi, j'ai donné une pichenote dessus, là, whatever ce que ça donne. Tu prendras le mien. Moi, aujourd'hui, cling, cling, je l'ai monté d'un petit pitch. Mais aujourd'hui, moi, ce que je bois, c'est une tisane à la menthe mélangée avec une... Pourquoi tu ris de moi? Ça dit pas, Janice est cassée. Oh non! Elle avait une gorgée en plus, pauvre fille. Le silence de la mort, c'est l'étouffement de Janice. Oh. Petit moment, comme c'est drôle. Hey, excusez! Non, mais c'est parce que... La façon que t'as fait, ça faisait vraiment tout le monde en parle avec ta bouteille de vin. Aïe, aïe, aïe. Cet épisode vous est présenté par la tisane aux fraises mélangée avec la tisane à la menthe qui fait un beau petit mélange. Je m'attendais pas. Fraises mentées dans Je m'attendais pas qu'il fallait présenter nos thés. Capo a fait ça l'autre jour sur The Faculty, un petit thé qui goûtait le feu de camp qui disait, puis j'ai fait hey, c'est donc ben cool ça, tu sais, présenter, tu sais, tous les podcasts présentent des bières pis des affaires de même, mais je trouve ça cool, Capo qui arrive avec son fucking thé, qui crée l'ambiance du feu de camp pis qui le boit, fait que j'étais comme ben là, je vais faire un petit mélange et clairement c'était pas la place pour le faire. Non, je m'attendais tellement pas à ça. Oh, ok. Bon ben, mais je prends juste Capo. Ben moi je prends une gorgée, vas-y. Oui, c'est vrai. En plus, elle prenait une gorgée, pauvre fille. J'ai failli à la tuer. Gorgée. OK. On revient. Donc, fiche technique d'un Noël sanglant. Noël sanglant qui est écrit par Patricia Windsor, frisson numéro 36, publié durant le 4e trimestre de 1993 aux éditions Héritage Jeunesse en 236 pages. Il a été traduit de l'anglais par Louise Binette. Oh. Puis c'est le fun, oui, on pouvait le trouver. Sérieusement, là, je me rappelle, à chaque fois que j'entends Louise Binette, maintenant, je pense à Lucas Jalbert parce que dans le temps qu'on enregistrait le passage secret, on venait de dire, tu sais, tous les noms super américains et à la fin, Louise Binette. Yes. Ça a comme cassé le mood, genre, ouais, c'est d'un coup. Puis on dirait que c'est encore plus tendre. C'est comme Pocket dans celui-là. Ah, mon Dieu, Pocket avec un T, mais il faut que tu mettes toutes mes notes, là, j'ai mis TE en parenthèse après pour pas oublier. Ouais. C'est un personnage dans un livre, j'ai peur de lui manquer de respect, tu sais. On se calme, Bruno, tu sais. En plus, un frisson, tu sais. Donc,
Traduit de l'anglais du titre original The Dream Killer, ensuite transformé en The Christmas Killer. Donc ça, c'était vraiment une campagne publicitaire. C'est là qu'on voit un peu qu'ils ont poussé Noël, sûrement pour faire profiter de la saison des fêtes, qui a été publié le 1er janvier 1991 aux éditions Macmillan Children's Book et ensuite par Scholastic en décembre 1993. Il a reçu 5 éditions incluant Frisson. Et en anglais, il a 272 pages. Ah, ouais! Moi, j'ai un autre livre de cet auteur-là qui s'appelle Nightwood, qui m'a été remis par mon ami Alain. Je fais un site qui, Alain, si tu veux avoir une description de tous les Frissons qui sont sortis en 90, Super Frisson, toutes les éditions possibles. Il a un blog complet avec tout. C'est là que moi, je vais chercher mes références puis tout, puis j'envoie tout le monde parce que tout est là. Il n'en manque pas un. Puis c'est vraiment le guide le plus complet, en tout cas, là, selon moi, qu'on a de fait de cette collection-là. Quand tu as dit du même auteur, tu parles-tu de celle qui a écrit celui-là, Patricia Watson? Patricia Windsor. Windsor, oui. Excusez. Watson. Moi, je fais toujours le lien avec Windsor College de Scream 2. Là. C'est parce que c'est là que ça va, Sydney, puis c'est le même que je le retiens là, beaucoup. En tout cas, je me rappelle pas vraiment là, du livre. Je me rappelle que c'est une bébite là, qui venait courir après des filles dans un chalet, puis que c'était très sanglant, puis très... Mais c'est pas un frisson. Non, c'est pas un frisson, c'est un petit peu plus vieux. C'était en anglais. C'était bon, mais tu sais, je me suis dit, si je me fie à ce livre-là, j'ai l'impression qu'il y a des bouts qui ont été coupés dans un Noël sanglant, probablement pour que ce soit plus soft. Parce que ça arrivait des fois là, qui modifiaient des choses pour que ce soit plus approprié pour le code d'âge qui sortait. Ouais, mais j'ai quand même trouvé dark là, pour... on va y aller chapitre par chapitre, mais tu sais, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que pour ado... tu sais, son amour du sang. Il était plus épais. Je sais pas. Son amour du sang, son amour de sa sœur. Ouais. L'histoire qui se passe entre le frère et la sœur. OK, hey. OK, on part. Embarquons dans l'histoire. Tu m'interromps quand tu veux. J'ai séparé ça par partie. Donc, première partie, chapitres 1 à 5. Nous commençons l'histoire en parlant de la disparition de Nelly Galland, une adolescente que Rose Porlier connaissait à peine. Cette dernière se rappelle une conversation qu'elle avait eue dans le passé avec la disparue. Elles avaient marché ensemble après s'être heurtées après le cours de ballet de Rose et Nelly avait pleuré en affirmant qu'elle avait des ennuis. Ça, c'est 1 an avant, hein? C'était pas clair, ça. C'était avant, en tout cas, tu sais, elle se rappelle de ce moment-là, mais c'était pas... Tu sais, je pense que c'est plus le seul souvenir qu'elle a avec elle, comme d'interagir. Mais oui, si je me trompe pas, c'est à peu près 1 an avant, tu sais. Après avoir refusé l'invitation de Rose pour un chocolat chaud, Nelly la remercie pour son oreille et continue son chemin. Rose n'en avait pas fait un cas à ce moment-là. Durant un souper à la dinde familiale, la famille de Rose parle de Nelly et Rose insiste pour participer à la battue, ne pouvant pas se l'enlever de la tête. Alors, on comprend ici que Nelly a disparu, que Rose, elle se sent un petit peu, pas qu'elle se sent coupable, mais elle se sent concernée parce qu'elle a eu interaction avec elle, puis elle veut aller aider la battue pour sa recherche. Son frère Jérôme est très content d'y aller, n'ayant jamais vu un cadavre. Ouais. Et sentant la fraîcheur de dehors, Rose décide de rester à la maison. Ouais, c'est comme, excuse-moi, là, elle insiste pour y aller, elle pète une coche, puis là, oh, il fait trop froid, je veux pas. Nelly est disparue, là. Mais toi, tu soupçonnais-tu son frère direct au début? Veux-tu que je te dise qu'est-ce que je pensais de son frère, moi? Ben, moi, au début, tu sais, vu qu'on dirait, de la façon qu'il est décrit, c'est comme si il s'en occupe pas. Tu sais, il y a des écouteurs, je pense, puis il est comme en retrait. Fait que je me disais, bon, ça doit être lui ou. Mais là, c'est un peu facile. Ben, tu sais, c'est comme. Oui, parce que c'est un gars. Tu sais, c'est comme genre, il y a des écouteurs, c'est un gars, on n'a pas besoin de le protéger, il peut tout faire tout seul. La preuve, elle laisse. Tu sais, plus tard, il y a comme une petite scène où est-ce que Rose a freak parce que sa mère, elle laisse lui faire qu'est-ce qu'il veut, sortir à l'heure qu'il veut sans problème, puis elle, il faut qu'elle soit comme un petit peu protégée. Parce que elle, c'est une fille, puis lui, c'est un gars. Mais. Tu sais, il y a quand même un tueur qui rôde. Ouais. Fait que toi, tu t'inquiètes pas comme parent que ce soit peut-être lui le tueur ou peut-être lui le tué comme à cause que c'est un gars. Puis qui porte des... Fait que ça, ouais, c'était... Mais ouais, le frère est assez nonchalant. Là. On s'entend que leur relation est comme assez douteuse. Malheureusement, les recherches ne sont pas fructueuses. À l'église, le dimanche, Rose culpabilise. Je me rappelle pas pourquoi elle culpabilise, par exemple. À ce moment-là,
Peut-être parce qu'elle s'est dit... Oh my God, je suis tellement une petite nature parce que je suis même pas sortie à cause qu'il faisait fret. Ah, parce qu'elle a pas aidé aux recherches? Non, c'est ça, elle a décidé de pas y aller quand elle a vu qu'il faisait trop froid. OK, oui. Puis là, j'étais comme, OK, tu me niaises, là. Tu pètes une coche pendant l'heure du souper pour pouvoir participer. Puis là... Ah, il fait trop froid, je peux pas y aller avec mon manteau de fourrure. Tu sais. Le lundi, plein de rumeurs circulent concernant la disparition de Nelly. Fugue, grossesse, enlèvement. Jérôme suggère même la possibilité que William, l'itinérant du village, aurait pu l'avoir tué. Ouais, ça. Ben oui, c'est sûr. S'il n'y a pas de maison, il tue du monde. Ouais, c'est ça, mais ça va ensemble, là. ça, c'était clair que c'était pas lui, là, tu sais. Mais il fait peur pareil. Je m'excuse, tu sais. Oui, comme... mais tu sais, ils mettent comme trop l'emphase que ça peut être lui. C'est sûr que c'est pas lui. Moi, je l'avais enlevé. Tu sais, c'est la seule affaire que j'étais d'accord avec la mère qui était, c'est pas lui, mais tiens-toi-en loin, pareil. Ouais, c'est ça. Puis je veux pas dire méchamment comme tiens-toi-en loin puis tout ça, mais si je me fie aux interactions qu'on a avec William ici, là, moi, si quelqu'un m'arriverait comme ça d'en face, là, je crierais comme une petite fille, puis je serais comme puis ça serait pas du profilage, ça serait comme tu me fais peur, les choses que tu me dis me font peur, puis tu sais comme elle se change, en tout cas, tu sais, on va comprendre mais qu'on arrive là. Mais Rose le défend, étant empathique aux raisons pour lesquelles l'homme est à la rue. Puis on nous explique plus tard que c'est parce que il déshérite sa famille d'une certaine façon. En fait, il se déshérite de la famille parce qu'il a comme honte d'être riche. Ben, d'une certaine il cadre façon. comme pas avec sa famille, puis il a décidé de se... C'est le outcast, fait qu'il est gentil. Il est gentil. Il est juste pas éduqué. Il renie la fortune de sa famille de riches. Que tu vois, j'aurais dû juste continuer de lire. Tu sais. Dans l'autobus, en route vers l'école, Rose s'assoit avec son amie Zoé, qui émet des hypothèses sur Nelly, comme tout le monde à l'école d'ailleurs. Rose se confie à Zoé qu'elle commence à avoir peur et les filles vont rejoindre Grégoire, celui que Zoé est amoureuse, dont Zoé est amoureuse, pardon. Rose, elle, regarde plutôt Daniel et se demande si son frère jumeau a raison. Elle s'attend à trop des hommes. Là, je mets un petit j'arrête là parce que je veux qu'on en parle. Elle s'attend à trop des hommes. Elle a 15 ans. Ah, mais comme jaloux de... Ben, il veut pas tu vois? Il veut pas qu'elle ait de chum. Ben moi, je pense qu'il est jaloux d'elle parce que c'est lui qui veut aller avec Daniel. Ah, OK. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que, OK, j'avais pas vu... Oui, je t'ai parlé de ma théorie de l'homosexuel tout ça, mais c'est ça, je pensais. J'avais pas vu ça comme ça. Moi, quand j'étais jeune, je me dis, tu sais, c'était ma façon un peu de voir dans les histoires parce que c'était jamais là, l'homosexualité, mais à moins comme... Je pense dans un week-end très spécial, tu vas voir qu'il y a une mention de peut-être homosexuel. Okay. Puis c'est ça qui est le fun avec les nouveaux frissons 100% québécois. Le dernier que j'ai lu, Trac Obscur, le personnage est homosexuel. Fait que juste le fait qu'ils soient... Ils en parlent pas, ils en font... Pas qu'ils en parlent pas, ils en font pas un deal, ça fait pas partie de l'histoire, mais le fait que ce soit mentionné, puis que ce soit comme ça qui soit la motivation qu'il recherche comme le meurtrier de son ami, de qui il est amoureux. Écoute, la motivation, je me suis comme... je l'ai lu en une assise parce que je m'identifiais. Okay. Fait que c'est ce qui manquait, moi, je trouve, des 90s. Mais tu sais, dans tout, il manquait ça. T'sais. Fait que c'était ma façon à moi, je pense, de rendre ça plus agréable pour moi ou de m'identifier, de mettre un personnage qui me ressemblait. Puis Jérôme, il rentre dans tout. Puis peut-être pas juste qu'il était jaloux d'elle parce qu'il allait avec Daniel. Quand il allait se cacher le soir, j'avais l'impression quasiment qu'il allait avec M. Paquette. Oh, c'est vrai? Oui, mais c'est vrai parce qu'il précise même pas qu'est-ce qu'il fait avec M. Paquette. Voilà! C'est ça, je t'ai dit. Puis là, M. Paquette, il appelle. Comment ça, il y a le numéro? Comme, puis que, tu sais, c'est quoi? Ouais, il en parle pas. Puis les parents ferment les yeux, on regarde pas qu'est-ce qu'ils font. Puis si on le sait pas, c'est correct, tu sais. Puis il amène des gâteaux. Puis il est sensible par rapport au fait qu'on l'appelle. Fait sûr de l'appeler Paquette et pas Paquet parce qu'il aime pas ça. Tu sais, c'est intime au bout. Hey, j'avais tellement pas vu ça. Là. Mais c'est vrai qu'on le sait pas ce qu'il fait chez M. Paquette. Rendu à la fin, on n'a toujours pas... Non, c'est pas... Puis tu sais, le fait que... Puis la façon qu'il se fâche, on va le voir en tout cas. Tu sais, embarque dans cette vague-là, puis je pense que dans tout ce que je vais lire, tu vas faire tabarouette, comme c'est expliqué, voilà. Donc, après l'école, Rose prend l'autobus pour se rendre à son cours de danse et Daniel fait la route avec elle. Quand il parle de Nelly, Rose lui souligne brusquement qu'elle ne veut pas parler d'elle.
Elle descend de l'autobus pour son cours avec Muriel, qu'elle adore. Celle-ci lui inculque de belles valeurs, mais Rose sent un mystère autour d'elle. En chemin de retour, Rose songe à sa conversation avec Daniel et culpabilise, qui est un peu son thème à Rose, culpabiliser, même pour des affaires qui... En tout cas, tu sais, elle se pose des questions des fois là, un petit peu trop longtemps, puis quand tu as dépassé le longtemps, c'est encore longtemps après. Là, t'sais. Elle aimerait demander conseil à son frère, mais celui-ci devient grognon quand elle parle de fréquenter un homme. Mm-hmm. Puis tu sais, j'ai mis un homme en parenthèse parce que, tu sais, mon frère trouve que je m'attends trop des hommes. T'as 15 ans, des hommes, c'est pas un homme, là, comme... En tout cas, sa moustache est même pas finie encore, là, tu sais. Ouais, mais lui, sa référence, c'est Monsieur Paquette. Et voilà, merci. Oh my God. You get my head. Si, j'aime ça. Donc, quand elle arrive chez elle, sa mère pète une coche parce que Muriel ne l'a pas ramenée. Elle admet ensuite être perturbée par tout ce qui se passe et prévoit en rire sous peu. Durant la soirée, une conférence de presse durant laquelle les parents demandent le retour de leur fille est diffusée. Ce soir-là, Rose fait un rêve. Nelly lui apparaît dans sa chambre, vêtue de son sou d'hiver rose et d'une fleur rouge. Elle amène Rose flotter au-dessus de la forêt, au sommet d'une butte. En pointant l'endroit, elle affirme avoir des ennuis et avoir besoin d'aide. Ça, c'était cool. Excusez. Non, ben non. C'était cool, ce petit bout-là. Moi, j'aimais ça. Ben, c'est différent de tout ce que j'ai lu dans un autre frisson. Ouais, c'est ça. C'est comme moment surnaturel. Puis tu pouvais bien imaginer, c'est fucké, on a parlé de ça il y a pas longtemps, Pet Sematary 2, tu sais, à un moment donné, ça flotte au-dessus de la forêt, ouais. là. Mais là, j'avais un visuel à cause de ça, ouais. que c'était l'hiver. Elle tenait la main, puis elle comprenait pas trop si elle marchait ou si elle flottait. Mm-hmm. Puis on peut comprendre le sentiment là, dans un rêve, des fois, là, quand que... Puis la senteur des aiguilles de pin. Puis... Ah, c'est cool. Ah, merci, Patricia. C'est cool. Patricia, on la salue. Ouais, la seule photo qu'on a vue, tu sais, elle nous lève son verre de vin. Oh, mon Dieu. Santé, nous autres, on te lève notre tisane, Patty. Ah non! Ça repart. Prends pas une gorgée de suite, attends de te remettre. Tu vois, j'allais faire la même gaffe, moi, là. C'est délicieux. Donc, elle se réveille. Il fait encore nuit et elle est bouleversée, assez pour aller se confier à son frère qui est encore debout. Moi, je m'inquiéterais de son manque de sommeil à lui à un moment donné, par exemple. Tu sais, si ses parents carreraient un petit peu parce que c'est un gars, tu sais, fait qu'il n'y a pas besoin qu'on s'occupe de lui. C'est un gars. Elle lui raconte son rêve et, prise de panique, elle avoue qu'elle croit que Nelly est morte. Jérôme la prend dans ses bras et la blottit contre lui en lui disant qu'elle devra raconter ce rêve à quelqu'un d'officiel. Puis là, ben, c'est son jumeau. Puis tu sais, la relation intime qu'ils ont, j'ai déjà vu des frères jumeaux pis des sœurs jumelles comme ça, tu sais. Là, ici, c'est weird un peu. Tu veux dire quoi? Ils sont... Tu sais, elle dit, je me couche contre lui, je me blottis contre lui, comme, puis il est couché sur le lit, puis en tout cas, moi, ce que j'imaginais, c'est que les deux étaient couchés sur le côté, puis qu'ils apprenaient. OK. Puis tu sais, à l'âge qu'ils sont rendus, c'est quasiment malaisant, je trouve, tu sais, que je fais... Ah, je sais pas, je comprends que c'est des jumeaux, puis la question se pose, je me le demande. Toi, si t'es jumeaux jumelles avec quelqu'un, ou frère et sœur, ferais-tu ça, tu sais? Hey, j'ai aucune idée, j'ai même pas de frères et sœurs. Je pars de loin, moi, là. Non, mais... Imagine-toi dans... Mais on dirait, tu sais, dans le livre, ils veulent montrer que là, sont proches, mais tu sais, plus ça avance, plus on dirait qu'ils prennent des chemins séparés, puis ils ont plus accès à leurs pensées, parce que quand ils étaient jeunes, ils pouvaient faire... Il y avait un journal, ouais. Puis ils pouvaient... Ben, ils ont c'est vraiment, encore une fois, la puberté. Tu sais, dans les films d'horreur, ils disent que la puberté vient toute fucker. Ouais. Là, ben, c'est un peu ça qui arrive. C'est que là, lui, il découvre les hommes, puis elle aussi. Oui, c'est ça. Lui, c'est M. Paquette, puis elle découvre Daniel. Daniel et M. Paquette. Puis lui, c'est qui l'autre qu'il y avait aussi? Là? Il y avait... Ben, lui aussi, c'est Daniel et M. Paquette. Mon Dieu, Daniel, un gars occupé. Donc, c'est Zoé qui accompagne Rose au poste de police pour raconter son histoire. Elle rencontre la détective Ouimet qui écoute l'étrange rêve de l'adolescente qui met un gros emphase sur la vivacité du rêve. Ensuite, détective Ouimet pose des questions rationnelles, ce qui insulte Rose qui ne se sent pas prise au sérieux parce qu'elle n'a aucun fait à relater. Ouais. Je comprends, mais
sais, va quand même checker parce que... Ah, ils doivent tellement en recevoir. Mais tu sais, comme tu trouves rien rendu là, va checker, tu sais, en tout cas. C'est les effectifs. Ben oui, c'est ça. C'est les taxes de la ville. T'sais. Sur leur départ, Zoé affirme qu'elle aurait dû parler des liens psychiques que Rose entretient avec son frère jumeau, mais Rose admet la défaite et retourne chez elle. Fait que oui, c'est vrai, c'est ça. C'est là qu'on nous laisse sous-entendre qu'ils ont un petit lien... Mais tu sais, lien comme ça veut pas dire lien de médium non plus, parce que là, on parle d'un lien entre jumeaux, tu sais. Ouais. Jérôme lui demande aussitôt des nouvelles et Rose, de mauvaise humeur, répond par la négative. Jérôme propose alors qu'elle aille visiter Monsieur Paquet, prononcé Paquette, dans la montée du Nord. Si lui refuse de la croire, elle pourra dire qu'elle a vraiment tout tenté. Elle le remercie de l'info et monte faire son travail d'histoire sans penser à Nelly. Au coucher, elle tente de se convaincre de ne pas aller voir M. Paquette et d'oublier cette histoire. Le lundi suivant, Rose Claire fait son exposé oral sur les sorcières de Salem dans le cours d'histoire de M. Mona. Ouais, c'est ça, là. On a plein de pistes, là. Tu sais, parce que là, tu dis, bon, elle a-tu des pouvoirs? Elle a, tu sais, es-tu comme un peu sorcière? Là, après, son frère, il dort pas, il dit, ah, les vampires, tu sais, nous, on fait ça. Tu sais, t'es comme... Hey, c'est vrai qu'il parle de vampires, ben oui, je m'en rappelais même c'est ça, plus. mais là, c'est parce que là, tu te dis, bon, c'est lui qui croque les filles, après... après... Bon, c'était ton tour de t'étouffer. Et je sais pas quel bruit ça va avoir fait dans le micro, ça, là. Il y avait du jus, en tout cas, excusez. Qui croque les filles. Non, mais c'est ça, on dirait qu'ils nous mettent plein de pistes, mais tu sais, de... Les vampires... J'ai la vision de la fille qui marche sur... Aïe, aïe! Parce qu'il l'a mordu, tu sais, comme il est arrivé en arrière, puis elle croque. Non, mais c'est ça, il en parle, là, tu sais, de... Il arrête pas de dire « Je suis un vampire, je dors pas, nanana ». Fait que là, tu le sais pas trop. Ben, il est théâtral, tu vois qu'il est comme lui aussi, là, sous peu, genre mystérieux et je veux être encore, tu sais, là. Puis vampire, elle, Jerry Dandridge, ça ramène à l'homosexualité, t'as raison. Aïe, aïe, man, t'en trouves encore plus que moi, je capote. J'adore ça. Mais c'est vrai, Jerry Dandridge, tu sais, M. Paquette, il a peut-être l'air de Jerry Dandridge, là. Oh my God! Ça vient de m'arriver, là, puis je suis comme... On va tuer M. Paquette? Okay. Ouais, c'est ça, moi, tout, j'en ai des pouvoirs, je fais plein de rêves, M. Paquette. M. Paquette, va t'en emmener des gâteaux, moi. Oh my God! Joyeux Noël! Il y a un petit trou dans le fond de mes cheveux. Bon, hey, attends, on est où? OK, ils sont exposés sur Salem. Ouais, c'est ça, Salem. Donc, la classe se met à déconner à un certain point et Daniel s'affirme en leur demandant de fermer leur gueule. Monsieur Mona donne la parole à Grégoire. J'avais pas besoin de le dire. Je me rappelle, en écrivant cette phrase-là, je me disais, Bruno, t'as pas besoin de dire que Monsieur Mona donne la parole à Grégoire parce qu'on en reparle. Grégoire, c'est juste un rappel que Zoé elle a un kick dessus. C'est pour ça qu'elle donne la parole. OK, c'est bon. Non, j'ai bien fait de l'écrire. Je comprends. Grégoire, il faut lui donner un petit peu d'amour. Ouais, il est pas là longtemps, Grégoire. Non, ben Zoé, elle nous en parle, mais Rose est trop affectée par Nelly. Quand tu vas voir. Tu vas t'en rappeler. Donc, durant l'heure du dîner, Rose est déçue de ne pas pouvoir s'asseoir avec Daniel et en soirée, elle reste au studio de danse plus tard afin de répéter son solo. Elle est tellement emportée par son art qu'elle en hallucine la voix de Nelly qui la fait voler pour finalement se rendre compte que c'est Muriel. Puis là, je l'imaginais pris d'un rideau. Là. Mais là, attends, là. C'est quoi qui joue comme musique? Oui, on le dit, ben, je le dis plus tard, Vivaldi quelque chose, je pense. C'est Il Sospetto. Ah, fait que c'est pas Vivaldi. Oui, c'est Vivaldi. Ah, c'est Vivaldi, my God. Hein? Mais c'est comme le suspect. Le suspect. Ah, fait que ça serait une connexion qu'elle a avec lui tout de suite. Ben, tu sais, c'est un petit. Elle est dans le truc de tu sais, elle est dans la salle de Muriel. En train de faire son solo. Ben là, on dit tout de suite, c'est qui, non? Ben, je veux dire, c'est quoi? On va essayer de le garder. OK, on le garde, mais dans le sens que la musique, le titre de la musique, c'est quand même un indice. Ben, je veux dire, comme dans le... Ah oui, OK, ouais, OK. Un indice direct dessus quand tu dis... Si
Si tu parles italien, tu comprends à la fin, là. C'est pour ça que j'ai pas compris. Fallait prendre des cours. Fait que finalement, elle pensait que c'était Nelly qui parlait, mais c'était Muriel qui l'appelait. Ouais. Rose blâme sa chute sur un étourdissement parce qu'elle n'a pas dîné. Bravo, Rose, d'aller danser quand t'as pas dîné. Tu vois, ça me faisait penser à Suspiria, là, quand elle tombe. Là. Suspiria! Il venait de parler de sorcière. Tu sais, il y avait ça, là. Ça a joué il y a pas longtemps sur Frisson, Suspiria, puis le bout avec les yeux à la fin là, de la fille, là, c'était peur. Ah, tu l'as réécouté? Quand elle pop. Ben, en faisant mon diamond painting, je veux l'écouter, plus à faire. Je le laisse tout le temps aller quand je joue sur Frisson TV parce que t'entends l'autre. Tu devrais pas venir à cette école. Tu n'aimes pas l'école. Puis je trouve ça tellement drôle, là, c'est fou. Muriel offre à Rose de la ramener en voiture et les deux filles quittent le studio, ignorant le téléphone qui sonne. En sortant, Muriel est effrayée par William Rochette et Rose décide de ne pas la juger. Mais en même temps, il est épeurant dans la manière qu'il arrive parce qu'il arrive très agressif. Ouais. Il arrive comme... ça fait peur. Ils sont toujours sur le bord de la forêt en plus, là. Ben, dans ma tête, c'était une forêt, là. C'est fucké. Moi, j'imaginais le carré à Woodsboro. Ah, OK. Fait que je suis vraiment pas une... Moi, là, je me fie pas à ce qu'on me décrit. Moi, j'imaginais comme, tu sais, le parc La Fontaine, mettons, à Montréal. Tu sais, c'est pas la forêt, mais tu sais, si tu passes dedans puis tu le rencontres, t'as un petit peu peur. T'as peur. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je pourrais être dans mon entrée de cours, je le rencontrais et j'aurais la chienne pareil, là, mais ça, c'est moi. Fait que... Donc, en chemin, la professeure de danse affirme qu'elle invitera son ami danseur professionnel à son récital et Rose en est très excitée. En rentrant chez elle, la mère de Rose est dans tous ses états à cause du meurtre de Nelly. Ils ont retrouvé Nelly enterrée dans une forêt comme le rêve de Rose le lui avait appris. Rose fond en larmes, morte de peur. Mm-hmm. Et ça termine la première partie. Fait que là, on sait que finalement, elle avait le feeling qu'elle était morte, puis elle est morte. Puis elle l'a vu dans son rêve. Elle a vu Nelly. Fait que là, c'est ça. T'sais. Fait que finalement, elle sait que Nelly, elle vient essayer d'y dire, puis qu'elle a des prémonitions. Fait que finalement, on sait bien des affaires. C'était peurant. On va écouter qu'est-ce que lui a à nous dire. Ah oui, j'avais oublié ça. C'est cool, là, je sais, c'est pas ça. C'est un petit peu, là, je vais juste... Là, il est-tu monté ou il est comme... Il est monté. OK. Oh ouais, là, écoute bien ça. Écoute bien ça, comment il était peurant, lui. Ma soeur ne m'a jamais compris. Elle me blâmait toujours, croyant seulement ce que je voulais bien croire. Elle est ici, méchante et maligne. Sa voix n'apporte que douleur à mon oreille. Elle n'est jamais parvenue à me connaître vraiment. C'est à l'intérieur, là où je boudrage, que je trouve ma véritable identité, prête à s'affermer de nouveau. C'est ma période de l'année préférée qui s'annonce, comme toujours, la période de la joie. Je ferai ce que je dois faire, je n'ai pas peur. Tuer n'est pas méchant, la mort est tranquille, la mort est douce. Elle et moi sommes amis, elle rafraîchit le sang qui bout en moi. Le sang aussi rouge que les rubans de Noël. Le sang qui décore un cadavre comme un cadeau de Noël. Le sang est rouge comme les pommes, comme le hou, comme toutes ces choses évoquant la joie. Comment alors ne pas me réjouir à la vue du sang? C'est une belle ville ici. On peut facilement s'y cacher et tuer. Ce qui est vraiment amusant, c'est qu'après toutes ces années, elle ne sache pas encore à quel point je suis près d'elle. Les cons! C'est tellement ressenti, n'est-ce pas? Je l'imaginais comme avec une plus grosse voix. Il est freak, lui, n'est-ce pas? Ouais. Tu sais, ben là, gars, c'est parce qu'il fallait qu'on sache pas si c'était un homme ou une femme, tu comprends? C'est lui ou qui? Ouais. Ah oui, mais dans le livre, ouais, ils disent carrément lui. Ouais. Je sais pas si en anglais, ils ont écrit genre... Bah ben... It. Ouais, ils ont écrit him. Donc, poursuivons dans cette deuxième partie. Chapitre 6. J'ai dit quoi? Oui, non, je répétais. J'approuvais. OK, je pensais que tu me connais. C'est juste pour te donner plus de montage. Je parlais par-dessus toi. Faites un bruit de côte. Chapitre 6 à 11. Rose trouve réconfort auprès de Jérôme qui lui dit que tout le monde fait des rêves prémonitoires et il jalouse ensuite Daniel
pour qui Rose a le béguin. Rose repense à son enfance avec Jérôme, avec qui elle partageait littéralement ses rêves, et son psychiatre, et à quel point leurs parents préféraient les retirer de la psychiatrie pour éviter les laboratoires ou la réalité. Ouais, mais c'est ça, là. Pourquoi ils sont en psychiatrie? On le sait pas. Ben, si j'ai bien compris, c'était à cause justement du fait qu'elle faisait les débuts de rêve puis que lui faisait les fins de rêve. OK. Je pense qu'il faisait suivre en psychiatrie justement parce que il y a du monde qui leur ont dit... Vous trouvez pas qu'ils sont un peu intimes? C'est toujours un peu trop proche, je trouve. Comme moi, ma fantaisie de l'homosexuel, c'est pour pas voir ça, là. Je trouve ça un peu weird. Puis c'est arrivé aussi dans la série Mortal Instruments. Ils ont fait une série Netflix avec ça qui s'appelait Shadowhunters. Je connais pas. Ils ont essayé de faire des films, ça n'a pas marché. Ils ont retourné faire une série après. Puis le premier film s'appelait Mortal Instruments City of Bones, qui est le premier roman. Puis dedans, justement, ils se rendent compte où ils se font mentir. Peut-être aller lire, vous le saurez. Puis ils se font dire qu'ils sont frères et sœurs dedans. Mais ils continuent à s'aimer. Pareil, mais ils essayent de se défaire de ça. Puis c'est fucké quand tu lis ça parce que tu veux leur amour, tu sais, tu veux leur... mais pas ici, parce que ici, tu vois que c'est... En tout cas, le commissaire Hardy et la détective Weber rendent visite à Rose pour lui redemander sa version de sa visite au poste. Le commissaire insiste auprès de Rose pour qu'elle divulgue des infos qu'elle ne détient pas, ne croyant pas la théorie du rêve. Madame Porlier utilise alors le prénom du commissaire, Conrad, on sait qu'ils se connaissent, afin de les mettre à la porte. Celui-ci répond à Lise, en quittant que William le clochard a été relâché parce qu'il a un alibi sans faille. Il l'avait arrêté, évidemment, parce que c'était un clochard. Si c'est un clochard, tu tues à Noël. Tout le monde sait ça. Une fois seule avec sa fille, Lise demande à Rose de tenir ses distances avec William juste au cas où et lui demande de ne plus rêver. Ben là. Fait que là, est-ce que tu as eu un flashback de comment qu'elle s'appelle encore, Marge, là? Rêve plus! Ouais! Elle a quitté l'écran. Freddy, ouais. 18 jours avant Noël, Rose assiste aux funérailles de Nelly et regarde la conférence de presse de Conrad Hardy. Celui-ci affirme que le meurtrier n'était que de passage à Sainte-Béthanie et que l'alibi de William Rochette n'est nul autre que Mademoiselle Paquette, chez qui il a passé la nuit. On a le scandale M. Paquette puis Jérôme, puis on a le scandale Mademoiselle Paquette puis William. Mm-hmm. Tout le monde est dans le besoin là-bas. Jusqu'à personne qui l'admet. C'est son ancienne professeure d'école. Ah, chouchou! C'est ça. OK, non. Rose se rend ensuite au centre commercial avec Zoé pour acheter des cadeaux de Noël. Zoé veut acheter un cadeau de désespoir pour Grégoire, car on le mentionne encore, et Rose réussit à l'en dissuader. Zoé confie à Rose à quel point elle admire sa discipline, sa persévérance et sa détermination, et les filles appellent la mère de Rose pour un lift. Mais ça c'était cool, le centre Ben, moi, j'aime ça, le centre d'achat. Ben, ça les humanise un peu. Tu peux avoir un visuel du centre d'achat dans le temps des fêtes avec la musique qui joue. Là, là. J'aime toujours les scènes de centre d'achat. Ah oui, pourquoi? Ben, je sais pas, on dirait que, tu sais, dans notre temps, on traînait plus au centre d'achat, tu sais. Maintenant, ben, je sais, ben, oui. Peut-être encore, là, je veux dire. On en a parlé de ça, justement, je me rappelle plus dans un épisode il n'y a pas longtemps où est-ce que Serge parlait qu'à un moment donné, c'est venu une mode de comment les gens, ils ont fait ils ont commencé à faire des centres d'achat, puis là, la mode est venue de se tenir là. Ouais. Puis c'est une période d'années. Là, en ce moment, la mode a comme changé, c'est comme devenu les cafés, puis tout ça. Le même McDo a changé. Là. On est un café, mais on vend encore de la crap. J'aime toujours ça. Ben, dans les films, l'esthétique, là, des scènes des années 80 dans des centres d'achat, j'aime ça. My God, les souvenirs. Moi, je m'en rappelais, là, je m'en allais tout le temps dans les librairies puis dans la section des Goosebumps. Puis là, je regardais les affaires que, tu sais, avec l'argent de canettes et bouteilles, t'avais pas full de cash pour t'acheter. Tu pouvais t'acheter comme un demi-livre, là, tu sais. Tu déchirais en deux. Je peux savoir juste cette boîte-là, tu sais. Savoir juste la fin. Donc, après avoir pris un chocolat chaud avec son frère et sa mère, Rose va se coucher et rêve. Je vais essayer de toujours me rappeler de le dire. Comme ça. Bien qu'elle demande à Nelly de partir, celle-ci s'introduit dans la chambre de Rose en flottant par la fenêtre. Puis elle veut que ça se passe vite parce qu'on apprend aussi plus tard que plus de temps que t'es mort, plus tu t'en crisses.
Sais-tu qu'est-ce que ça me rappelait, moi, ça? Tu te rappelles-tu dans... Ben, je me souviens plus dans quelle année, mais le petit vampire qui arrivait tout le temps par la fenêtre. Là. Ah, mon Dieu. Moi, ce que je voyais, c'était Buffy the Vampire Slayer, justement, le film. Que David Arquette qui arrive dans la fenêtre de Luke Perry, justement, en vampire. Puis ils ont reproduit ça dans, je pense, ils ont pris ça de Dracula, qu'à un moment donné, Dracula, il pop dans la fenêtre avec de la boucane. Fait que probablement que le petit vampire a pris ça de là, qui a fait qu'il apparaisse dans la fenêtre. Tout, ça me rappelait ça, vu que c'était dans les mêmes temps. C'est un souvenir. Okay. Elle amène la jeune danseuse au cimetière de voitures et pointe des pneus. Là, on voit Freddy. Tu sais, dans le 4 ou dans le 3, là, il y a le cimetière de voitures. Ah, ça doit être dans le 4 parce que je ne l'ai pas réécouté dernièrement. Ben, le 3, à la fin, il amène, comment il s'appelle, donc Zac Efron de ce temps-là, là, John Saxon, le père de Nancy, il s'en va dans le cimetière de voitures. Puis là, Freddy en... Il déterre, là. Ouais, c'est ça. Puis là, dans le 4, il se déterre d'être là. Là, regarde, dit-elle. Tu ne vois donc rien? Fais quelque chose. Rose se réveille bouleversée et confuse. Elle ne comprend pas le message de Nelly. C'est parce qu'il n'est pas clair, le message de Nelly. C'est ça qui est le problème tout le long, tu sais. Lise entend le cri de sa fille et, la voyant trembler, lui prépare une bouillotte, espérant qu'elle n'a pas la COVID-19. C'est la grippe, mais moi, je l'ai adapté à notre temps. C'est pour ça. OK. Rose essaie ensuite de se rendormir, se sentant choisie par les morts qui ont soif de vengeance. Ça, j'ai trouvé ça con, la fin là, de ce chapitre-là. Là. Les morts m'ont choisi pour se venger. C'est pas pour se venger, pantoute. Il y a personne qui se venge dans ce livre-là. C'est comme pour être aidé plus. Non, elle est juste drama queen. C'est ça, tu sais. Le lendemain, à l'école, Rose est de mauvaise humeur et envoie promener Zoé sans raison. Celle-ci se montre très compréhensive quand Rose s'excuse en fin de journée. Ouais, ça, c'est bizarre. On dirait qu'elle était comme possédée, là, soudainement. Moi, dans ma tête, je me disais, viens-tu d'être possédée par quelque chose? Tu sais, elle était plus elle-même. Mais toi qui es consoeur de COVID, là, tu l'as eu toi aussi, cette maudite bébête-là. Tu sais, avant que ça commence, là, moi, là, la journée que ça a commencé, là, j'étais de mauvaise humeur, là, puis je chantais qu'il y avait quelque chose, là, qui se passait, qui s'en est s'installer, puis à la fin de la journée, il y a un mal de tête qui a comme popé là. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui se passait. OK. Pas qu'elle avait la COVID-19, là, je faisais une joke, mais tu sais, comme avant qu'un virus arrive, ou que ce qui se développe, ou quand il s'est vraiment installé, puis qu'il fait que là, tes anticorps, ils me battront pas, fait que... il reste là, tu sais, là. Mais... Ouais, un virus, ça fait ça. Ben, je sais pas, moi, je voyais plein d'hypothèses, là. Je me disais, elle vient d'être possédée, là, elle est en transformation, c'est pour ça qu'elle fait de la fièvre. OK, tu pensais que c'était une vampire? Ben, je voyais, tu sais, j'avais pas encore de piste, là. On sait pas encore. J'avoue, hein? Ah, mon Dieu, fait que t'as... Ah, c'est vrai, toi, c'était... Ah. J'ai dit son frère le croqué. Ou Jerry. Ouais. Sait-on jamais? Rose hallucine Nelly dans la fenêtre de l'autobus. Puis là, je me suis mis une parenthèse de Grudge, parce que ça arrive à Sarah Michelle Gellar dans The Grudge qu'elle voit Kayako popper. Rose et Jérôme descendent de l'autobus et ils se rendent compte que Madame Barry est en visite chez eux. Ah, Madame Barry. Madame Barry, la commère. La commère. Rose ressent une sensation, sachant très bien que cette femme est porteuse de mauvaises nouvelles. Comme de fait, un autre meurtre a eu lieu, une des amies de Nelly. Rose quitte la cuisine bouleversée et court se réfugier dans sa chambre, refusant même d'ouvrir la porte à Jérôme. Se sentant coupable en ne voulant pas que les gens pensent que l'amie de Nelly s'est suicidée, elle décide qu'il faut agir. Rose prend alors un morceau de gâteau et prévient son frère qu'elle s'en va voir Monsieur Paquette. Encore une fois, Paquet, parenthèse, TE. Mais si c'est Paquet, non? Comme, c'est pourquoi tu décides que le T, il faut le dire, toi, comme en tout cas. Ouais, il dit ça comme si elle allait être fâchée. Ben, juste quelqu'un qui l'aime peut dire cette précision-là. Elle s'y rend en bicyclette et rendue chez lui, elle est accueillie bizarrement au salon. Monsieur Paquette est grincheux et parabolique. Parabolique? Ben oui, il arrête pas de dire il répond avec des phrases qui veulent dire comme des affaires. Non, c'est pas ça que ça veut dire. J'ai inventé un mot. Je pensais qu'il y avait le câble gratuit. Parabolique. Ben, il reste dans la forêt, tu sais, fait que sa sœur reste sur le toit pis elle tient l'antenne de même. Puis dessus son manteau, c'est écrit parabolique. C'est la marque.
OK, on enchaîne. Ben oui, attends un petit peu, faut que je me remette. Mais il écoute tout de même son récit et lui dit qu'il va réfléchir à s'il veut l'aider ou non. Rose rentre ensuite chez elle et se fait suivre par une voiture. Une fois à la maison, elle prend un bain chaud tandis que Jérôme lui prépare un thé au citron. Hey, attends, là, mais c'est important, la voiture. Ah, moi, je pensais que c'était le thé qui était important. Non, mais tu sais, c'est freak pareil, là. T'as un tueur dans la ville. Je la crée pas, Rose, de pas avoir peur. Là. Mais tu sais, je suis même pas sûre que j'aurais parlé à la personne, là. Elle y a pas parlé encore. Ah, elle a juste vu. Là, elle a juste senti qu'elle suivait. OK, je pensais que tu l'avais résumé, OK. Non, inquiète-toi pas, mais quand ça arrive, ce bout-là, on va en parler. Moi, ce bout-là, c'est le bout encore plus liaiseux parce que c'est le bout qu'elle se dit, c'est Daniel, check bien ça. Celui-ci semble confiant que M. Paquette l'aidera et ne veut pas divulguer pourquoi il en est certain. Là, j'ai marqué, ils ont un passé, point d'interrogation. C'est là que ça a commencé à venir. Rose s'inquiète qu'on retrouve Cynthia au cimetière de voiture quand sa mère arrive et remarque le piètre état de Rose. Elle la force à se mettre au lit. Avant qu'elle s'endorme, Jérôme vient lui faire le message que Daniel a téléphoné en son absence et elle en déduit que c'était lui qui la suivait. Tu comprends-tu comment qu'elle est conne? Je m'excuse, elle est vraiment conne, là. À cause que... En tout cas... Parce qu'il a téléphoné, elle s'est dit c'est Daniel? C'est ça. Y a-tu son permis, Daniel? Tu sais, son jeune. Personne qui sait. On sait même pas si Grégoire a son permis. C'est ça, elle a 15 ans. Ouais. Elle apprend à peine son frère. En tout cas, tu sais. Après avoir rêvé à des chats voguant sur l'océan dans de petites tasses de thé sur lesquelles étaient peintes des roses. Ça, c'est drôle. Rose se réveille avec la grippe. Moi, je le voyais tellement, son rêve, là. Des chats dans des tasses de thé qui voguent. Ben oui. Vogue, vogue tout le long de la rivière. Tout le long du petit minou. On a déjà fini la deuxième partie. Elle a la grippe, c'est ça. On retourne à lui, qui a quelque chose à nous dire. Ah oui, oui. Alors, vas-y, lui, parle-nous. J'ai laissé passer une occasion ce soir. Peut-être celle-là a-t-elle une force en elle. Je l'aurai à l'œil, elle en vaut la peine. Parfois, je pense à quel point ce serait amusant que le Père Noël laisse tomber de son traîneau des paquets de chair sur le monde entier. Paix sur la terre aux hommes de mauvaise volonté. Yo! Ouais, c'est ça, c'est gore, hein? Il veut que le Père Noël pitch, comme c'est pire que Nightmare Before Christmas, ça là. C'est pire qu'une tête. Tu sais, il veut que le Père Noël laisse tomber des morceaux de chair dans les grues. Il va très bien, ce monsieur-là. Pas besoin de suivi du tout. Si bol. Troisième partie, chapitres 11 et 12. Commence à me choquer, là. Rose fait de la fièvre durant 3 jours et au moment où la fièvre tombe, elle s'informe à propos de Cynthia. Cynthia qui est l'amie de Nelly, qui a disparu. Ouais. Sa mère intervient et demande à Rose de faire ses devoirs. Le mardi soir, Zoé téléphone à Rose pour lui annoncer qu'elle a un rendez-vous avec Grégoire. Quand Rose s'inquiète pour Cynthia, Zoé la shame et l'informe qu'un cadavre a bien été retrouvé au cimetière de voiture, mais que celui-ci date d'au moins 5 ans. Les deux amis s'interrogent ensuite sur les raisons qui pousseraient Nelly à demander de l'aide à Rose en particulier. Après avoir accroché, Rose pète une coche à sa mère parce que son frère Jérôme est parti voir un ami du Vignon de nuit. Et ce, sans que sa mère s'inquiète pour lui, parce que c'est un garçon. C'est drôle parce qu'un ami du Vignon, j'ai juste eu besoin de faire une petite pause pour qu'on comprenne. Même pas besoin d'en rajouter. T'sais. Mais il habite là, M. Paquette? Je sais pas. Mais tu sais, peut-être qu'il explore. Là. Peut-être qu'il se dit, j'ai essayé les vieux, je vais essayer les jeunes. Ah, OK. Puis après ça, on va voir. T'sais. Peut-être qu'il cherche son père, on sait pas. T'sais. Son père est dans le divan. Il est pas en train de faire la battue pendant qu'il fait fret? Non, mais à chaque fois qu'il... Tu sais, on dirait pendant tout le roman, à chaque fois qu'il finit de manger ou il va tout le temps se coucher dans le divan. T'as pas remarqué? Ils font ça dans tous les frissons, les pères. OK, moi je me suis dit ça doit être lui parce qu'il est trop invisible. Tu sais, Le père, le tueur, hey, machine! J'y ai pensé. Machine!
Dans sa folie intérieure, elle jalouse cette amie du Vignon et s'inquiète que Nelly profite de cette rupture dans sa relation avec son frère pour prendre sa place. Arrête de faire ta drama queen, girl. Puis là, c'est une autre affaire que je me suis dit qui amplifiait ma théorie de l'homosexualité. Elle est jalouse de cette personne-là, de cette amie du Vignon-là. Fait que si elle est jalouse, c'est parce qu'elle sent qu'il y a un lien amoureux qui est ailleurs ou un lien qui est ailleurs avec quelqu'un d'autre qui est intime. C'est tout ce que je dis. Si elle peut pousser, je peux pousser moi tout. Quand Jérôme revient, il apporte un journal à sa sœur en cachette et lui explique que la cause de la mort est bien un meurtre. Rose reproche alors à son jumeau de garder des secrets, ce qu'il retourne contre elle en mentionnant Daniel. Ils reviennent ensuite sur la possibilité de meurtre en série et après avoir dit à sa sœur qu'elle est verte... Elle est verte? Oui, parce qu'elle est malade. Il dit, t'as besoin de te reposer, puis j'ai réduit ça en verte. il dit qu'elle est verte de... son teint est vert ou quelque chose de même. Jérôme quitte sa sœur tandis que leur mère lui amène de la soupe. Le lendemain, Nelly insiste pour... Oh, j'ai fait une faute. C'est pas Nelly, c'est Rose. Un petit peu. Rose, je le corrige, hein, comme mes profs. Le lendemain, Rose insiste pour aller à l'école pour avoir de l'attention et contaminer tout le monde. Et elle est tellement mal en point qu'elle insulte Zoé 2 fois. Elle se sauve ensuite aux toilettes et ressent une chaleur démoniaque. Elle demande tout à Nelly ce qu'elle veut et Zoé fait son entrée dans la salle de bain tandis que Rose remarque une odeur de cadavre. Ouais, c'est ça. Moi, là, je me disais, tout est dans sa tête. Ah, tu penses? Ben, ouais, c'est vrai, Zoé, elle sentait rien. Ouais, mais c'est ça, les autres, ils ressentent rien. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, elle est folle. C'est peut-être Zoé qui a chié. Ben, je sais pas. Puis aussi, je me suis dit, son frère existe-tu vraiment? Mais là, oui. Parce que là, les autres... Ah, le frère... Ah, oui, Jérôme. Oui, c'est vrai, ça aussi. Moi, ça, je me l'étais demandé si c'était comme un ami imaginaire ou quelque chose de même. Là. Mais non, mais c'est parce que moi, je me disais, tu sais, habituellement, celle qui chie se sent pas. Fait que là, Zoé, elle rentre, je sens rien. Puis elle, Rose, elle est comme, ah, ça pue, ça sent le mort. Le mort, là. Ben, elle a peut-être mangé beaucoup de légumes verts, Zoé. Faut pas écarter ça. Zoé ne la sent pas. Regarde, tu vois? Ouais, c'est ça. Zoé et Jérôme transportent Rose, tandis que celle-ci hallucine Nelly qui lui dit « Va voir dans la grotte de la vallée. » Je me rappelle pas si c'est ça sa voix, mais peut-être qu'elle a pas même doubleuse. L'infirmière laisse Rose repartir avec sa mère, disant qu'il ne s'agit que d'une forte fièvre. Juste ça, tu sais. On n'est plus aujourd'hui. Rose salue sa vision de Nelly. Et celle-ci répond en faisant de même. Fait que là, elle a une vision de Nelly en avant de l'école en quittant. Fait que là, ça, j'ai comme vraiment vu le départ de l'auto. Rose qui est comme qui est fiévreuse, pardon, qui est juste forte fiévreuse, excusez. Tu sais, aujourd'hui, à l'école, tu fais capote, là, tu sais. Hey, on a déjà fini la 4e partie, puis on est rendu à lui! Hein? On a fini la 4? On a fini la 3, on est rendu à la 4. On est rendu à lui! On s'attache. Hein? Mais c'est vrai qu'on s'attache. Merci, Alex. Il est plus sympathique que dans le roman. Il fait moins peur, en tout cas. Je gardais celle-là pour l'offrir en cadeau de Noël, mais j'ai dû m'en débarrasser. Elle parlait trop. Il a fallu que je l'enveloppe comme un présent pour qu'elle se tienne tranquille. Elle peut dormir maintenant, dormir en paix. La mort l'a embrassée. De toute façon, c'était devenu difficile de la cacher. Je ne devrais pas courir un tel risque de nouveau. La mère de Lille pourrait avoir des soupçons. J'ai toujours été une personne prudente. Voilà pourquoi j'ai réussi à me cacher si longtemps. C'est le temps des traditions, de la joie et du sang. Ça me rappelle les autres Noëls et me remplit de tristesse, de colère et de haine. Ça me soulage de tuer. Ce serait peut-être une bonne idée d'envoyer mes souhaits à tous ces gens qui habitent la même ville que ma sœur. C'est le temps du sang, et moi aussi, j'ai le droit d'être heureux. Elle, ma sœur, est bien en vie, je ne tolérerai pas cela longtemps. Oh, sainte nuit. Ce que je trouve drôle, c'est que je commence crampé puis je finis creep the fuck out. Tu sais-tu, sa voix me rappelle qui, physiquement?
Pour le fun, j'arrête pas de voir, tu sais, le comédien, celui qui joue dans les appendices, là, Julien Corriveau. Mes expériences que j'ai eues n'ont pas été très, très positives. Les chats m'ont brisé le cœur dès mon plus jeune âge. Je ne tolérerai pas cela longtemps. Je sais pas pourquoi, tu sais, j'écoutais sa voix puis j'avais juste lui en tête. Interesting. Ça peut faire un très bon lui. On enchaîne. Donc, 4e partie, chapitre 13 à 16. Le corps de Cynthia est retrouvé poignardé dans les grottes de la vallée après que le vieux Paquette l'ait dit à la police. Rose a une conversation avec Jérôme encore qui s'en veut de ne pas recevoir les mêmes messages que sa sœur. Et celle-ci lui demande d'aller parler au vieux Paquette pour elle après lui avoir reproché d'être jaloux de Daniel. Fait que là, il y a de la jalousie, mais c'est pas juste par rapport aux gars et aux femmes qui rentrent, non, aux hommes et aux femmes qui rentrent dans leur vie, mais par rapport au pouvoir aussi. Pas Daniel, mais Jérôme, il est pissed off parce que lui, ses dons sont reliés à sa sœur, puis d'un coup, sa sœur a des dons, puis lui, ça suit pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui, son rôle, c'est de devenir le protecteur et non pas celui avec des dons. Fait qu'il fait une petite crise de... Disons-le, il fait sa bitch parce qu'il n'y a pas ce qu'il veut. Le lendemain, le commissaire et la détective se rendent chez Rose, encore faible, pour accepter ses visions comme élément de preuve. Lise soulève sa peur qu'on puisse identifier Rose compte tenu de la voiture de police dans l'entrée de cour et la pire commère de Sainte-Béthanie qui habite en face. Ouais, c'est pas un très bon mélange. Tu sais. J'avoue que c'était pas... les policiers sont clairement pires que dans Black Christmas là-dedans. Là. Les deux autoritaires essaient ensuite d'extirper des informations de Rose, mais celle-ci n'en a pas et tout le monde quitte sauf Lise qui reste dans l'embrasure de la porte. Rose vit alors une petite émotion et demande à sa mère si elle l'aime. Celle-ci mentionne un souvenir du passé qui se répète et embrasse sa fille machinalement, la faisant sentir comme une bitch. Attends, le souvenir du passé... C'est qu'est-ce qui est arrivé qu'elle garde en dedans d'elle parce que ça fait trop mal, mais innocente. C'est vraiment une Marge, là. Elle fait exactement ce que Marge a fait. Comme elle dit pas... Elle sait que sa fille, elle a des rêves qui viennent des morts pis toutes ces affaires-là. Elle sait d'où ça vient, elle sait qu'est-ce qui s'est passé, mais au lieu d'y expliquer, c'est ça, elle laisse ça aller puis sa fille vive plein de souffrances sans explication. C'est dégueulasse. Là. Moi, je prends une gorgée d'eau. Le tueur en série fut nommé le meurtrier de Noël parce qu'il laisse des poinsettias en plastique rouge sur ses victimes comme signature. Fait que là, dans le premier enregistrement qu'on avait fait de Noël sanglant, on s'est rendu compte que c'était une fleur qui est offerte à Noël, en fait, le poinsettia. Ben oui. Ben moi, je savais pas. Moi, j'en ai toujours. Juste les gens qui fêtent Noël qui savent ça. Le journal publie une lettre du tueur. Imagine-toi, tu te lèves le matin et tu vois ça dans le journal. OK, écoute ça. Chers amis, plus que 10 jours pour faire vos emplettes de Noël. Je vous offrirai de nombreux autres cadeaux, en plus de 3 que vous avez déjà trouvés, et j'espère que vous les collectionnerez tous. C'est comme les bébelles au McDonald's. Ouais, ô nuit de paix dans le sang, tout repose en paix. La mort, c'est la paix. Meilleur vœu de la part d'un ami. Le journal publie ça! Tu sais? Frustration. Je suis rendu où, moi, avec tout ça? Il le traite comme une bitch. Bon. Il a envoyé une lettre, page 121. Ce qui fait paniquer la mère de Rose. Je sais pas. Tu sais? J'ai dû m'en débarrasser. Ouf, j'ai reparti l'enregistrement de lui pour me dire qu'il m'a fait peur. Il est reparti. J'ai déposé mon livre trop fort, puis il est reparti, puis j'ai entendu le saladadadadada, puis ça m'a fait faire le saut de la petite musique. Waouh, c'est efficace, pareil. Rose se rend au studio de Muriel malgré les protestations de Lise qui craint que le meurtrier ne soit pas un étranger. Arrivée au studio, Rose croise William qui s'approche d'elle en bafouillant des métaphores sur les vilaines choses qui se passent au studio de danse et comme Rose ne comprend pas et veut quitter à cause de sa mauvaise haleine, COVID-19, William se met à s'agiter. Mais c'est ça qu'elle mentionne. Elle dit que son haleine pue tellement qu'elle veut comme, elle veut s'éloigner. Ouais. Rose le remercie en partant, tandis que le mendiant se plaint qu'il ne ferait pas de mal à celle à qui il essaie de faire ses mises en garde. Muriel, clairement. OK, c'est ça. Je comprends ce que je veux dire. C'est qu'elle essaie de prévenir Muriel, mais elle est toujours comme « Non, je veux pas! » Ouais, c'est ça. Elle en a peur. Tu sais, d'une certaine façon, en même temps, je comprends. Lui qui arrive avec une haleine, puis tout ça, puis qui dit des affaires comme qu'est-ce qu'il dit, je sais pas, ça fait peur, tu sais.
Donc, quand Rose entre avec ses joues roses, je dis ça parce que Muriel a fait la joke parce qu'elle se trouvait bien drôle puis ça a duré 3 pages. Là. Elle interrompt une discussion animée entre Muriel et son interlocuteur au téléphone. Après avoir accroché, elle annonce à Rose que son ami danseur ne viendra pas au récital de Rose, qui est déçue en prenant son thé. L'élève et la prof discutent ensuite de la situation horrifique dans leur ville et que Muriel a deviné que la médium dans le journal est Rose. Ouais. Je sais pas comment tout le monde devine ça. C'est ça ou c'est une autre affaire qui me donne l'impression qu'il y a des bouts de coupés parce que pourquoi tout le monde déduit que c'est elle? Là? Ben, c'est Madame Barry. Ah, je l'avais oublié, elle! C'est vrai. Ah, sacrifice. Ça doit être elle qui a dit ça au marché, là, puis là, tout le monde le Madame Barry, si bol. Celle-ci pleure en parlant de son frère Jérôme qui semble s'éloigner d'elle de plus en plus et Muriel lui conseille d'apprendre à apprivoiser la douleur, que c'est la seule façon de s'en débarrasser. C'est pas faux, mais c'est une grosse leçon à donner à une petite fille de 15 ans. Quand Rose quitte le studio, il commence à faire noir. Rose, très intelligente, décide de rentrer à pied et se fait soudainement asticoter par une voiture bleue. C'est là, la voiture bleue. Ouais. Un homme lui demande où se trouve la route 7. Quand il voit qu'il effraie l'adolescente, il la nomme par son nom et mentionne qu'il connaît son père, ce qui explique pourquoi il lui était si familier. Ils sont interrompus par Daniel qui arrive en courant et l'homme quitte en vitesse. C'est là que ça parle, le fait qu'il... En tout cas. Comment? Le fait que, tu sais, Daniel, il arrive en courant puis là, il se pousse. C'est weird. Moi, j'aurais comme... avoir été Rose, j'aurais fait « Hey, Daniel, OK, clairement, ce gars-là, tu sais, comme... » Mais elle, non. Elle n'a pas regardé la licence, là. Hey, moi, je fais ça dans la vie, puis il n'y a même pas d'histoire, tu sais. Moi, si je peux faire le jeu, genre. Il n'y a personne de rechercher, puis des fois, je fais comme... Ah ouais, il textait H2E. Il y avait une licence de Backstreet Boys, c'était écrit BSB en arrière. Je l'ai retenu. Non, mais pour vrai, c'est des choses que je pense fréquemment. Moi aussi, ça m'arrive des fois, j'ai le goût de me stationner au coin de ma rue parce qu'au coin de ma rue, il y a une garderie puis un parc, puis c'est 30 la limite, puis le monde, il roule en malade, puis il y a un stop, puis personne le fait! Ça me fait capoter, personne fait le stop! Tu sais, ils font un stop qui ralentit à la place. Ouais, les roues, ils arrêtent pas. Non, vraiment pas. Là. Mais t'es en avant d'une garderie puis d'un parc. Ouais. Tu sais, il peut avoir il y a beaucoup d'actions, mais en tout cas. Donc, Daniel dit à Rose qu'il l'a retrouvée grâce à sa mère et Muriel et il la raccompagne chez elle. Donc là, si je comprends bien, la mère de Rose a dit elle est à son cours de danse à telle place. Puis là, il est allé là. Puis là, la prof, aussi intelligente que sa mère, dit elle est partie à pied, va la rejoindre. Quand il y a un tueur qui court puis qu'il y a un gars qui cherche une jeune fille. En marchant, ils ont senti le vent s'immiscer entre eux et il lui dit qu'il l'embrasserait si sa mère ne les observait pas par la fenêtre. Rose parle ensuite au téléphone avec Zoé qui la blâme de ne pas être intéressée au nombre de phrases que Grégoire a dit sur leur date. Parce que tout le monde s'en crisse de qu'est-ce que Grégoire a à dire. Jérôme entre dans la pièce en trombe. Il annonce qu'on a identifié le squelette que Rose a trouvé, Hélène Paré, portée disparue depuis 5 ans. Rose fait ensuite une petite crise gna-gna-gna. La crise gna-gna-gna, Nelly me le dit juste après que les filles soient mortes. C'est sûr, mais là, ça fait 5 ans. Ouais, elle a attendu longtemps pour celle-là. Elle pouvait pas y dire il y a 5 ans parce qu'elle était pas déjà dans l'au-delà. Là, elle peut parce que c'est comme son contact. Je comprends. Ah, c'est son contact. Son contact dans l'au-delà. Il a donné sa carte d'affaires. Ouais, c'est ça. Je connais quelqu'un. 1-800, je suis morte. Je connais quelqu'un qui peut nous dire des choses. De l'autre bord. Elle se fâche contre son frère qui insiste pour qu'elle le dise à la police si elle fait un autre rêve. On est déjà rendu à lui! Elle est forte, brillante, mais j'apprends à la connaître. Les journaux font allusion à ses pouvoirs, mais je ne crois pas qu'elle soit à ma hauteur. Ce serait agréable de m'amuser un peu avec elle. Demain, j'ai beaucoup à faire. Je vais leur préparer un petit cadeau enrubanné de rouge. J'ai pris un risque de nouveau, mais tout va bien. La mère de Lille est partie et la maison est calme et vide. Personne ne peut m'espionner. Quand j'aurai livré le cadeau de Noël, je crois que je vais acheter un sapin. Je me sens tellement heureux. Qu'a dit la chanson déjà? Quand j'ai vu petite maman hier soir. Mais il vaudrait peut-être mieux ne pas trop penser à ces vieilles chansons, à ces anciens souvenirs. Ça me rappelle ma mère, la tristesse et la mort. Il pense juste à ça, hein?
5e partie, chapitre 17 à 21. Hein? Non, c'est un sound effect, OK, c'est le montage. Okay. Durant la semaine, Rose s'est confiée en Daniel et lui a demandé conseil, question si elle devrait dire aux policiers ce que les rêves de Nelly lui communiquent. Il lui dit de se faire confiance ou une crap du genre, ce qui la réconforte. Le dimanche, à la messe, ah oui, ça c'est triste ce bout-là. Le dimanche, à la messe, les parents de Nelly et Cynthia se font souligner par le curé et lors de leur sortie, Mme Galland pète un caillot et accuse Rose de sorcellerie. Ah oui, OK. Là, j'ai vu comme l'espèce de scène avec Gage, là, tu sais, dans Petit Oui, Metairie. c'est ça. On venait juste de le faire en plus. Ben, c'était frais. Ben, pas ça juste ça. Je sais pas si c'est arrivé quand elle a eu l'appel d'un petit garçon, là. Quand elle a eu l'appel d'un petit garçon. Ah oui, non, pas encore. OK, excusez. Oui, mais moi, tout, j'y ai pensé. Je comprends quoi tu veux dire. Je suis sûre qu'elle s'était... En tout cas... Rose tente de lui expliquer qu'elle n'y est pour rien pendant que son père et son frère l'empoignent pour l'éloigner et que Mère Galland fait son show. Ouais, c'était juste son show qu'elle faisait. Là. Elle voulait plus d'attention parce que le monde a commencé à arrêter de carry. Oh, c'est pas fin, mais tu sais, de commencer à accuser une pauvre adolescente. Là. En tout cas. Les porliers se rendent à la voiture bouleversés et Rose se compare aux sorcières de Salem. Plutôt que d'aller au resto chez Virgile, où la paroisse se rejoint après la messe tous les dimanches, les porliers se rendent à la pépinière se chercher un sapin de Noël pour égayer leur cœur. Quand Rose se retrouve seule avec son frère, elle lui demande à nouveau si elle devrait tenter d'entrer en contact avec Nelly et celui-ci est ambivalent. Ensuite, il lui dit qu'il lui doit des explications, mais est interrompu par leur mère qui revient. En chemin de retour, Rose aperçoit l'homme à la voiture bleue, mais papa passe proche de tuer des gens sur la route. Ben voyons. Alors n'arrive pas à le voir. Oui, c'est parce qu'il essaie à y pointe. Il avait mis le sapin trop bas dans... Ah, c'est ça qui est arrivé? Non, OK. Non, c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'elle a vu le gars avec la voiture bleue sur le bord de la route, fait qu'elle l'a pointé. Puis le père, en voulant voir c'était qui, ben il a failli tuer du monde sur la route, fait qu'il n'a pas pu bien voir. Mm-hmm. Mais c'est plus drôle ta version. Revenu à la maison, les frangins poursuivent leur conversation, mais Jérôme débute en reprochant à sa sœur d'être imprudente en mentionnant l'homme à la voiture bleue. Elle se défend en disant que Daniel est arrivé et que l'homme était parti, ce qui assombrit le visage de Jérôme. La pizza arrive et la famille va manger. Après le souper, le vieux Paquette téléphone à Rose pour lui suggérer d'apprendre à mieux se connaître en consultant sa sœur, Madame Paquet. Rose retourne à sa chambre et est attendue par Nelly. Pour éviter d'être entendue, Rose met une cassette et Nelly insiste pour qu'elle l'écoute. Rose fait ça. Gna gna gna, je vais t'écouter quand tu vas me dire qui est le tueur. Plutôt que d'écouter le fantôme répéter que c'est difficile pour elle. Parce que c'est ça, là. Nelly, elle essaie de dire, j'essaie de te parler, mais Rose est comme, gna gna gna, moi, tant que tu me dis pas si c'est qui le tueur, moi, je te parle plus pis je joue plus. Ouais, elle peut pas lui dire c'est qui carrément. Mais oui, mais Rose, là, c'est ça. Je commence à pas l'aimer à cette partie-là. La mère de Rose arrive dans la chambre, faisant disparaître le fantôme et lui demande d'éteindre la musique. Rose demande alors à sa mère si elle avait remarqué sa différence avec Jérôme et sa mère fait comme une irresponsable. Donc, elle fuit. Cette nuit-là, Rose est réveillée par un cauchemar de l'homme à la voiture bleue. Elle descend alors en bas se prendre un verre d'eau et en regardant dehors, elle aperçoit Jérôme s'éclipser au milieu de la nuit. Ouais, c'est vrai. Au milieu de la nuit. Il veut pas que ses parents sachent qu'ils s'en vont voir Monsieur Pocket. Ou Daniel. Imagine-toi Daniel qui se fait les deux, le frère puis la sœur. Man, il est pas bien, ce gars-là. Là. Rose est nerveuse de retourner à l'école le lundi suivant. Dans l'autobus, Zoé admet à Rose qu'elle ne l'a pas téléphoné en fin de semaine parce que sa mère ne veut plus qu'elles se tiennent ensemble suite à ce qui s'est passé à l'église. Bien sûr, Zoé s'en moque et rassure Rose qu'elle volera à son secours si quelqu'un l'intimide. Dehors, il neige tellement que les élèves anticipent la fermeture prématurée de l'école. Soudain, la secrétaire, Mme Burel, vient prendre le plateau de nourriture de Rose et lui demande de la suivre dans la salle de conférence où la détective Ouimet l'attend. Rose fait sa tête dure avec elle jusqu'à l'annonce de la fermeture de l'école soit... OK, je recommence, hein, ça marche pas, ce soir-là.
Rose fait sa tête dure avec elle jusqu'à ce que l'annonce de la fermeture de l'école soit annoncée. Détective Ouimet amène alors Rose au resto chez Max. Quand on était chez Virgile, là, on est chez Max. C'est plate qu'on ne soit pas chez Trixie, qui est son numéro 23. Trixie, c'est vrai. Ouais. Où elle lui confie qu'elle est ouverte au médium, contrairement au commissaire Hardy. En chemin de retour, Ouimet propose à Rose de tenter d'entrer en communication avec Nelly pour obtenir d'autres réponses. Arrivée chez elle, Rose confie à Ouimet qu'un homme en voiture bleue a tenté de l'asticoter. La policière quitte, frustrée de ne pas avoir eu vent de cette information avant. Bravo, police, encore une fois. Au lieu de rassurer la petite, qu'est-ce qu'elle fait? Maudit conne! Elle s'en va, tu sais. Rose passe l'après-midi dans son lit à penser à Nelly et elle est tellement troublée qu'elle refuse même une sortie avec Daniel. Elle est aussi interrompue dans ses pensées par un appel anonyme d'une voix d'enfant qui veut jouer dehors. Ah, c'est ça! Tu veux venir jouer avec moi, papa? Tiens, papa, c'est bien caca, va te couper le tendon aussi, je m'en suis ta femme. Ça sonnait comme ça. Elle descend ensuite manger et faire ses corvées quand le téléphone ressonne. Elle prend le combiné au sous-sol. C'est encore cet enfant qui veut jouer dehors. Rose lui demande alors de demander à sa mère de venir au téléphone. C'est à ce moment que le rire d'homme se fait entendre. Ma mère est morte, dit-il. C'est qui? ma mère est morte. Fait un petit peu peur. Un petit peu. Elle est alors surprise par son frère qui surgit derrière elle. Une petite querelle s'ensuit parce que Jérôme s'apprête à aller à la bibliothèque pour tenter de l'aider. Il confie alors à sa sœur qu'il était ami avec Carla, une autre morte. Puis là, j'ai marqué entre parenthèses sa beard. Ouais, c'est ça. Ben, là, il va lui dire que c'était sa blonde, c'était sa... Ben, sa blonde. Non, mais ça sort de... Moi, je refuse. Là, c'est plus sa beard, comme non, je mais dis. ça sort de nulle part, on dirait, tu sais, on n'a pas entendu parler depuis le début. Puis... Ils ont expliqué le comportement bizarre de son frère comme ça. Je préfère mon explication, puis je reste avec celle-là jusqu'à la fin. Je comprends. Ce que je me dis, c'est que Carla, c'était la fille qui se faisait passer pour sa blonde, puis qui faisait en sorte qu'il y avait un alibi pour aller voir M. Paquette. Tu comprends? Ouais. Ça fait du sens, hein? Oui, ça fait du sens. Il veut retrouver son tueur. Ou s'en trouver une nouvelle. Un des deux. Rose empathise malgré sa jalousie envers Carla et les jumeaux décident ensuite d'aller relire leur journal de rêve d'il y a 5 ans pour voir si Rose avait eu des visions du meurtre d'Hélène Paré, celle qui était morte il y a 5 ans. Alors, j'ai pensé te lire des petites parties de journal pour qu'on se rappelle. Donc, le 21 septembre. Il y a une bonne fille qui sait tout. Elle dit « Assieds-toi et raconte-moi ». Rose ne veut pas. Elle a peur. La bonne fille agite sa baguette devant le visage de Rose. Puis la partie de Jérôme qui conclut. J'ai dit à la bonne fille que je ne crois pas aux bonnes filles. Elle m'a demandé pourquoi je parlais avec elle alors. J'ai pris l'une de mes propres baguettes et l'ai secouée devant elle. Elle a eu peur et s'est changée en flaque d'eau. Plouch! Le 20 décembre, dans le temps de Noël, donc le tueur de Noël, en ce temps-là, Rose a commencé avec... Une ombre apparaît dans la fenêtre le soir. Elle tape contre la vitre et demande à entrer. Rose se demande si c'est un vampire. Elle prend un crayon derrière son oreille et écrit une note pour se rappeler d'acheter de l'ail. L'ombre dit de laisser tomber qu'elle va revenir dans 1 heure. Jérôme conclut. Rose est dans sa chambre et montre la fenêtre du doigt. Ça ne sent pas bon dans la pièce. Ah, regarde-toi, ça sent le mort là aussi. Ben, ça sent l'ail. Ah, je pensais que ça sentait le pet. Non. Comme tantôt avec Zoé dans la salle de bain. Ah, peut-être. Zoé, elle va faire caca partout. Là, elle laisse ses traces. Elle me demande si la nouvelle décoration me plaît. Il y a des gousses d'ail partout. Je lui dis de ne pas s'inquiéter. Je vais voir de qui il s'agit. Je mesure 15 mètres et regarde par la fenêtre, mais je ne vois rien ni personne. Fait qu'il vient toujours la protéger dans ses rêves. Fait que c'est ça qui conclut. Fait que là, lui, il a arrêté. Ses affaires ont arrêté de fonctionner justement parce que il y croit pas. C'est ça qu'il mentionne. Il croit pas aux filles. Il croit pas qu'il y a personne. Fait que son don s'est juste évaporé. Ouais. Rose accepte enfin l'aide et l'accompagnement de son frère et les jumeaux se promettent d'en garder le secret comme avant. Et on est de retour avec lui! Chers amis,
Plus que 7 jours pour effectuer vos emplettes de Noël. J'espère que vous avez apprécié les cadeaux que je vous ai fait parvenir. Tous mes vœux pour la période des fêtes. Une parmi vous sait, elle connaîtra bientôt la joie du sang et d'une mort paisible. Des nuits de paix l'attendent. Une autre parmi vous parle. Elle se taira bientôt à jamais. Le silence de la mort, c'est la paix. Que Dieu vous bénisse. Votre avenir, votre avenir, votre avenir. La silence de la mort, c'est la paix, cachée sous le petit collant sur le coveux du frisson. C'est ça, c'est vrai. On n'a pas parlé, là, mais c'est une des choses qui me revient le plus quand que je pense à Noël sanglant, c'est ça, la petite faute sur la couverture, que tu le sais qu'en impression, ils ont reçu les livres, puis ils ont fait fuck! Ils ont mis un collant, meilleure vente. Mais, tu sais, en même temps, quel coup de génie que de mettre un collant avec un beau frisson, un écusson or. Ouais. Là, ça rajoutait au Noël du livre, je trouve. C'était tellement parfait, mais quand tu l'enlèves, c'est vrai. Il aurait fallu qu'il le fasse avec les reprints. On n'aurait jamais su qu'il y avait quelque chose d'écrit là, si dans le reprint, parce que le reprint que tu l'as, toi aussi, le rouge, là, qui est comme rouge pétant, là, pas sorti. Ben là, la faute est corrigée, celui-là. Là, toi, celui-là, il y avait un collant, puis ils l'ont enlevé. Ouais, mais ton autre édition, il l'a pas, la faute? Oui, je pense que les deux l'ont. Ben, je pense pas. Si l'autre a un reprint, que c'est écrit rouge, non boursouflé, non reliefé. Non, les deux sont comme ça. Les deux, ils ont le rouge. Ben là, d'abord, les deux, ils ont la faute. Ouais. Tu sais que moi qui t'obstine sur tes frissons, là. C'est moi qui sais! Il n'y a plus la faute. Puis si, mettons, on y avait remis un collant sur celui-là, ben, on n'aurait pas regardé. Tu sais, là, on n'aurait pas. Ouais. 6e partie, chapitre 22 à 25. Ça se corse, là. Lui et Journaux. Ah, OK, c'est parce que c'est dans le journaux qu'il a écrit cette partie-là, c'est vrai. Okay. Les jumeaux se rendent ensemble chez Mademoiselle Paquette, qui prend les mains de Rose pour y voir tout de suite que la jeune femme jouit d'un pouvoir très poussé. Oh! Hein? Excusez, ça a fait un petit bruit. Un petit bruit de... Non, c'était le téléphone a fait un bruit. Ah, encore? Ben oui, mais pourtant, c'est parce que je veux pas le fermer totalement. Ah, c'est peut-être le mien? Non, c'est le mien. Non, OK, ben c'est pas grave, on est correct. Elles font ensuite une espèce de mini-séance assise et à un certain point, Rose se retrouve dans la tête sanglante du meurtrier. Quand elle revient à elle, elle est attendue par Jérôme, fâché, et Mademoiselle Paquette, excitée. La vieille dame veut que Rose apprenne à mieux se connaître, tandis que Jérôme reste inquiet. Rose, elle, fait une petite crise gna-gna-gna, encore, et les jumeaux quittent la maison Paquette. Rose est secouée parce qu'elle sait qu'elle a pénétré l'esprit de quelqu'un. Au retour à la maison, la mère des jumeaux est furax, consciente que ces deux ados lui cachent quelque chose. Elle est au courant pour la voiture bleue et est fâchée que personne ne lui ait dit avant. Duh! Mais en même temps, tu peux pas décider quelle information que t'as, fille. Là, comme elle vient te voir, elle dit des affaires, faut que tu shares tout, comme apprends. Là. Apprends. Bon. Jérôme essaie d'expliquer à leur mère que Rose n'est pas une ado ordinaire, mais elle ne veut rien entendre. Et ils sont interrompus par Madame Barry, la voisine commère, qui vient sentir. Mm-hmm. Et glisser subtilement des rumeurs concernant un homme qui laisse des taches de sang ou de rouille en tant que locataire d'une vieille dame à Avignon. Ouais, comment ça qu'elle sait ça, elle? Ben, elle doit avoir des amis dans la police. Parce que nous... C'est la seule... Nous, on le sait de la policière, je pense. Ben, en fait, on sait de la détective qu'il enquête sur quelqu'un qui logeait chez une madame à Avignon. Ouais. Puis là, ben, on sait que son frère va à Avignon. Mm-hmm. Puis là, on apprend plus tard que c'est ça. Fait que là, ça nous laisse à faire. Mais tu sais, il y a un amant à Avignon. Là. Ou peut-être qu'il y a eu une aventure avec le... Non. Après l'avoir chassé, Rose retourne voir sa mère qui s'est calmée et elle réussit enfin à se faire dire que son cœur a cessé de battre durant le 7e mois de grossesse. Par magie, elle est revenue à la vie, mais pas avant d'avoir visité l'au-delà. Mm-hmm. C'est pour ça que Lise a peur pour Rose. Celle-ci reçoit un appel anonyme à nouveau. C'est le moment, dit une voix grave. De parler de diverses choses, de membres, de cœurs, de cire à cacheter, de ravages et de rois. Et si le sang peut brûler? Et si les poulets savent voler?
Alice au pays des merveilles. Dit Rose. Tu te trompes. Réplique la voix d'un ton hargneux. De l'autre côté du miroir, petite fleur, réfléchis, tu trouveras. Rose appelle la police pour transmettre le message au détective Ouimet, mais encore une fois, elle n'est pas prise au sérieux. Mais le meurtrier, lui, sait. C'est vrai que c'est total. On est rendu à un point où est-ce que, tu sais, on veut ton aide, mais on te prend pas au sérieux quand tu nous appelles, tu sais. C'est probablement juste quelqu'un qui te fait des jokes. Ouais, c'est ça. Quand la détective Ouimet rappelle, elle n'est pas d'une plus grande utilité avec ses... Essaie d'avoir plus d'informations, blablabla. La sécurité a été soi-disant augmentée, mais Lise ne voit aucune autopatrouille. C'est alors que Rose décide d'accepter de faire ce que Mademoiselle Paquette proposait, c'est-à-dire une régression. Rose essaie d'avoir plus d'infos sur sa mort prénatale auprès de son père, mais il ne veut pas en parler et l'aime inconditionnellement. Mais lui, il est juste dans le divan encore. Puis il l'aime inconditionnellement. Les jumeaux se rangent chez Marthe Paquette et y croisent William. Jérôme veut que Rose l'évite, mais elle écoute plutôt ce que le mendiant a à dire. Il bafouille que la danseuse se métamorphose et qu'il a eu bien des tourments. Ouais, ça, c'est weird aussi, là. Ouais, c'est pas clair que tu dis ton affaire. Mais à la fin, ouais, OK, à la fin, on va savoir pourquoi que la danseuse elle se métamorphose. Mais, tu sais, encore là, tu dis... C'est-tu un être, pas une sorcière, mais... C'est-tu de elle qui parle? C'est-tu de Rose? Tu sais, comme ça peut être Rose qui tue. Okay, dans le fond, c'est pour ça qu'elle sait, tu sais. OK, je comprends. Je pensais que c'était la prof. Ben, ça peut être elle aussi. Ouais. Elle aussi est danseuse. Mm-hmm. Jérôme le balaie en le traitant de fou et les jeunes entrent chez Mademoiselle Paquette. Jérôme placé derrière elle, ils sont prêts à commencer la régression. La rose fleurira peut-être, se dit Rose. Rose se retrouve dans un endroit au-delà-tique, sur le bord d'une mer, et y rencontre une Nelly semi-éteinte. Rose lui demande de l'aider à identifier le meurtrier. Voyant que Nelly est indifférente, Rose lui demande d'aller chercher les 2 autres mortes encore disponibles à lui parler. Cynthia et Carla disent qu'elles ne connaissent pas le meurtrier, mais que le tueur disait que leur sang était magnifique, étendu jusque dans les fentes dans lesquelles il a mis ses doigts avant de les lécher. Ouais, ça, c'était... Hein? Tu sais, ça fait peur. Il n'y a pas ça dans... Imagine-toi que j'avais arrêté ma phrase à fente. Mais il n'y a pas ça dans les autres. Il me semble que ça va pas si loin que ça, les autres frissons. On va le découvrir à frisson sur le pod au fur et à mesure. Parce que... Mais tu sais, Chalet Maudit, il y a un meurtre assez sanglant. Okay. Puis, tu sais, c'est assez... Mais celui-là en particulier, oui, en effet. Là, ils ont fait un spécial de Noël. Là. Les 3 mortes veulent trépasser et Rose s'enligne pour les suivre. Nelly la revire de bord et lui dit... L'homme qui tue à Noël te suivra comme ton ombre jusqu'à la fin. Vous êtes comme 2 moitiés de tout qui ne pourra jamais voir le jour. L'une est bonne, l'autre méchant. Au revoir, Rose. Nelly est masculine, hein? Mais là, je pensais que c'était elle-même, là, que c'était Rose qui avait 2 personnalités. Là. Ben, c'est ça, ça filait un peu comme ça, puis fait que finalement, ça sortait Jérôme du bois, là. Rose se réveille et est tout de suite bombardée de questions de Mademoiselle Paquette. Parce qu'elle, elle veut savoir si c'est William le tueur. En tout cas, elle a un agenda secret qui n'est pas si pire que ça, là. J'avoue, tu veux savoir si l'homme que tu invites chez vous, c'est un tueur, là, tu sais. Jérôme la surprotège à nouveau, voulant être prévenant. Il est fâché parce qu'il a deviné que Mademoiselle Paquette cherchait à savoir si William est innocent ou non. Les 2 ados sortent et, bien que Rose n'a plus peur de la mort, elle ne se rappelle plus de rien. Juste cette sensation de danger imminent. On est rendu à lui. Il y a très longtemps, quand maman était là, j'étais heureux. Ne regarde pas ce qu'il y a dans les boîtes, disait maman. Mais les petits garçons aiment jeter un coup d'œil aux cadeaux. Cela les rassure. Ça surprend toujours, Ouvre pas les boîtes, disait maman. Je ne plaisante pas. Mais les petits garçons regardent quand même. Ils peuvent résister. Ils ne peuvent résister, désolé. Les petits garçons sont méchants et méritent d'être punis. Maman a puni. Elle a attaché le garçonnet dans le cellier obscur où des bestioles grouillent sur le sol et reniflent dans les coins. Maman porte le chiot dans une boîte argentée ornée de rubans rouges. Voilà ce qui arrive aux petits garçons trop curieux, dit-elle. Leur cadeau de Noël meurt. Le petit garçon regarde le chiot, gisant au sol de la boîte, les yeux fixes. Maman les laisse ensemble, dans le cellier afin qu'ils méditent sur leur péché. La sœur du petit garçon accuse son frère. Ne peuvent rien entendre.
crois que le garçon a tué le chiot dans le cellier. Tous les Noëls qui suivront seront aussi sombres que ce cellier. Mais le garçon, qui a maintenant grandi, veut faire la lumière sur cette histoire. Il allume des flammes aussi brillantes que le soleil d'été et fait brûler le sapin de Noël. La maman brûle aussi. Il se rend bientôt compte qu'il préfère le sang au feu. Le sang coule lentement, secrètement et rougeoie. J'avais peur d'elle. Maintenant je suis fort. Ce sera un magnifique Noël rouge. Elle connaîtra ma véritable identité et me pardonnera. OK, là, on vient d'apprendre que leur mère, c'est une maudite folle. Sorry de dire ça comme ça, mais c'est à cause de elles qui sont comme ça. Ben, qu'il est comme ça, en tout cas. Elle a tué son chiot. Ouais, c'est ça, je pensais à toi. Elle l'a laissé enfermé. Je pensais à toi dans ce bout-là. J'ai dit, il s'en remettra jamais. Ben non, mais tu sais, pas bien, cette femme-là. C'est quoi ça? Parce qu'elle n'a pas fait... Ben, ça m'a fait penser à Black Christmas, le remake de 2006, là, la mère qui est juste pas bien. Je pense que je l'ai même pas vu. 7e partie, chapitres 26 et 27. Donc là, ça, si je me trompe pas, là, oui, on est dans les derniers 1000. Là. On va apprendre c'est qui, on va apprendre ce qui se passe. On est au climax. Noël est là. Rose reçoit une chaîne en or de Daniel. Elle invite Zoé à venir la visiter et en l'attendant, elle reçoit un autre appel anonyme. La voix lui dit que c'est dommage que Rose ne vienne pas jouer, mais il a sa petite copine pour s'amuser, le petit bourdon. Elle croit tout de suite qu'il s'agit de Zoé parce qu'elle a un manteau jaune et des cheveux noirs. Ça fait du sens. Une lame d'acier dans la chair comme un couteau dans du beurre. Je vais la dévorer. Ah non, OK, c'est le tueur. Excuse, je recommence. Une lame d'acier dans la chair comme un couteau dans du beurre. Je vais la dévorer, mordre son petit nez, ses petits yeux, mâcher cette langue rose. Dégueulasse! C'est dégueulasse! Madame Porlier arrive et avant même que Rose dise quoi que ce soit, Zoé arrive toute joyeuse. La famille appelle le commissaire Hardy qui vient installer enfin le caller ID depuis le début qu'il l'achale pour qu'il vienne mettre l'identifieur de téléphone, tu sais. Mais balaie encore l'appel comme une plaisanterie. Mais c'est ça, mais finalement, c'était du bluff, là. Il l'a pas, Zoé. C'est pas Zoé qui a? Non, mais... Elle pense que c'est Zoé parce qu'elle a un manteau jaune, puis il a dit le bourdon, puis elle a les cheveux noirs. Mais c'est pas Zoé qui a. Il a dit ton ami, mais on sait pas quel ami. OK, c'est l'autre. Ouh, je suis tout excité. Bon, OK. Une lame dans la main, la langue rose. Bon. Une lame dans la main, la langue rose. Bon. Le lendemain, Lise amène Rose au studio de Muriel, comme entendu, et elle demande à sa fille d'éviter William qui se trouve près de l'entrée. Elle aperçoit Muriel de dos dans le bureau et la salue avant de se diriger vers le vestiaire pour se changer. Elle entend jouer Vivaldi dans le local de danse. Rose regarde par la petite fenêtre et trouve la silhouette de Muriel étrangement grande et menaçante. Elle court se cacher dans les toilettes en entendant l'individu entrer dans le vestiaire. En ouvrant une cabine, elle trouve le cadavre de Muriel, le cou tranché d'une oreille à l'autre. « Bonjour, Rose », dit une voix derrière elle. On a vraiment le frisson que dans le dernier chapitre, tout se passe. Oh, oui, c'est ça. C'est le jumeau de Muriel qui se tient devant elle. Il l'amène au bureau de Muriel, tandis que Rose débat dans sa tête entre lui montrer qu'elle a peur ou non. Elle opte pour non et regarde sa montre. Quand elle dit qu'un danseur professionnel s'en vient pour l'auditionner, il se met à rire, se lève et se met à danser. Puis ça, c'est une des plus belles scènes de tout le livre, là, je trouve. Là. Imagine-toi le tueur qui se met à faire du ballet en avant. Ben, du lyrique, en fait, tu sais. Ça serait tellement épeurant que je trouverais ça sick. Faut vraiment qu'il fasse un film de même. Ça serait vraiment cool. C'était lui, Édouard Vigneault, le grand danseur professionnel. Il se met alors à bitcher contre Muriel, qu'elle lui demande service après l'avoir abandonné. Il sort ensuite un couteau de sa cape et se perce le doigt en parlant de sa fascination pour le sang. Il veut qu'elle goûte, mais elle est dégoûtée, ce qui le fâche. Il lui demande sans cesse si elle a peur. Il commence alors à répéter ce qu'il a dit quand elle était dans sa tête et elle réussit à terminer sa phrase avec lui. Elle était dans son esprit. Rose crache au visage d'Édouard et il s'emporte en la traitant de chipie. Elle court dans le studio de danse, mais il la rattrape et l'empoigne. Elle lui demande pourquoi il a tué Muriel et il affirme qu'il n'a pas tué le chiot,
comme elle l'accusait. C'est pour cette raison qu'elle a fui. Et lui n'a pas aimé ça, gna gna gna. Hey, ça date de loin, là. Ben, tu sais, je veux pas empathiser avec le tueur, mais moi aussi me faire accuser de quelque chose que j'ai pas fait. Ouais. C'est tellement envahissant. Puis on s'entend que la chose pour laquelle il s'est fait accuser, avoir tué un chiot, l'être le plus innocent, tu sais, même si c'était comme pas un chiot, ça serait comme, en tout cas, tu sais. Fait qu'il y a comme, j'ai comme un peu d'empathie pour lui, c'est bizarre, hein? Mais en tout cas, ouais, en tout cas. Non, mais je veux dire, il vient d'un milieu familial. Ben, sa mère est pas bien, là, tu sais. C'est ça, là. Pas de chance, là. Puis là, il dit, les femmes ont du pouvoir, n'est-ce pas? Demande-t-il. C'est drôle, pareil, qu'il dit ça en 1993, là, tu sais. Maman Buffy, elle répond oui, ce qui le provoque à vouloir la tuer rapidement, puis lentement. Branche-toi! Il lui redemande si elle a peur en l'étranglant et au moment où leurs esprits reconnectent par le petit chiot, paf! William assomme. Attends, leur esprit reconnecte par le petit chiot? Oui, ils ont comme le petit chiot en tête, les deux, à ce moment-là. Elle arrive à mourir, puis elle voit le petit chiot, puis c'est ça qui reconnecte leur esprit. C'est comme dans Strange Days. Comme ils sont... Tu te rappelles ça? Je l'ai pas vu, là. Non, mais tu changeais de place entre le tueur puis la victime, là. Le tueur puis la victime. Ben non, mais là, c'est comme si tu dis que... Oui, c'est ça flash d'un bord puis de l'autre. Ouais. En fait, ils ont connecté. Les deux ont eu la même vision en même temps. Okay. Genre, ils ont vu le chiot, tu sais. Comme qu'est-ce qui est arrivé quand elle a fait sa régression puis qu'elle a été dans l'âme du tueur, là. Ouais. Mais c'est ça qui se passe là, c'est ça qui l'a sauvé, dans le fond, là. Là, je vais juste essayer de le relire comme il faut, là. Lui redemande si elle a peur en l'étranglant et au moment où leurs esprits reconnectent par le petit chiot, paf! William assomme Edward à coups de baguette de claquette. Ils descendent en bas chez les agents immobiliers, parce qu'un agent immobilier en bas du studio de danse, j'avais oublié de le mentionner. Et ceux-ci font le saut en voyant William. Les renforts et la famille arrivent et le tueur est arrêté, confirmé par le signe de pouce de la détective Ouimet. Rose tente de forcer... Rose tente de forcer et pète. Rose tente de forcer pour entrer en télépathie avec Jérôme qui s'est éclipsé, jaloux de l'arrivée de Daniel, et elle est rassurée de le voir lever la tête et sourire. Et on est rendu à la 8e partie qui est la conclusion de lui. Oh! J'y revenais! En niaise plus, là, il est rendu en prison. La prison n'est pas un endroit trop déplaisant. Ce n'est pas pire que d'être prisonnier de son homme. De mon homme, en fait. Ici, je suis nourri, vêtu et soigné. Il m'arrive souvent de penser à elle et de me demander d'où elle vient. Comme moi, elle ne se laisse pas facilement effrayer. Rose, ma fleur rouge sang, est très digne. Un jour, j'en ferai ma reine. C'est l'autre qu'elle doit combattre afin de ne pas le laisser l'anéantir. Lui, son frère, peut devenir un vrai boulet pour elle. Un jour, elle devra peut-être le tuer, comme je l'ai fait avec ma sœur. Pendant ce temps, j'attends ici, entre la vie et la mort. Entre la mort et la vie. Cela revient au même. Je vais laisser passer un peu de temps, puis je lui écrirai une lettre scellée avec mon propre sang et de la cire à cacheter. Elle me reconnaîtra grâce à mon empreinte, et elle pensera à moi de nouveau. Et, avant longtemps, je m'évaderai de cette prison et la retrouverai. Et Pélay, j'aime ça que ça finisse avec une menace. Ouais, mais là, ça pourrait faire une... Ça ouvre pour une suite. Ah oui, ça ouvre la place pour une suite, mais il n'y en a jamais eu, malheureusement. Mais j'aime ça, moi, qu'il n'y ait pas de suite et que ça finisse aussi dark que ça. Tu sais, c'est... Puis là, ben, avec tout ça, ben, c'est la fin! Ça a coupé, hein? Ouais, c'est la... C'est la quoi? C'est la fin. Puis là, ben, imagine-toi donc, c'est tellement bon qu'ils ont tourné un film mettant en vedette Joël dans le rôle de Rose, Alex dans le rôle de Jérôme. Oh! J'avais oublié. Et moi dans le rôle de la mère et du père. Oh, Est-ce que tu es prête à aller regarder la scène du film, Janice? Ça va être écœurant. Et est-ce que tu veux la lire en même temps? Non. Non? Tu vas juste l'écouter? OK. Alors, je te mets ça. On va aller écouter une scène du film. Un Noël sanglant. Qui c'était, cet homme que tu as vu dans le stationnement? Demande Jérôme plus tard, tandis qu'ils attendaient que la pizza arrive. Tu crois que c'est le même homme qui s'est arrêté pour me demander son chemin?
Mais toi, que voulais-tu m'expliquer? Jérôme fit mine de ne pas avoir entendu sa question. Quand a-t-il demandé son chemin? Aujourd'hui? Non. Après avoir poussé un soupir résigné, elle lui raconta l'incident. Laisse-moi résumer, là. Un étranger s'arrête, puis tu lui adresses la parole. Je ne suis pas stupide. Je ne veux pas monter dans la voiture. Tu ne sais donc pas ce que c'est la force? Tu crois pas que ces filles soient montées dans les voitures de leur plein gré? Hélène Paré, peut-être, puis qu'elle faisait de l'autostop. Mais dans le cas de Nelly et Cynthia, nous n'en savons rien. Quant à Carla Favreau, elle ne l'a certainement pas fait. Comment sais-tu ce qu'elle a pu faire? De toute façon, je ne courais aucun danger. Daniel est arrivé sur les lieux. Ça explique tout. Il mit son casque d'écoute. Rose le lui enleva. Rien n'est plus comme avant entre nous, Jérôme. Cria-t-elle. Oh. Non, c'est pas vrai. Non, hey, toi, tu vas Faut que tu sois plus déchaîné que ça. Ouais, non, vas-y. c'est ça. Rien n'est plus comme avant entre nous, Jérôme. Cria-t-elle. Il faut que tu cesses d'être jaloux de Daniel. Jérôme remua, mal à l'aise. Je suis pas jaloux. Pourquoi je devrais l'être? Nous sommes frères et sœurs. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Dit Rose. Je faisais allusion au fait que toi, tu n'as personne. Dorénavant, ce ne serait plus pareil entre nous. Je suis inquiet pour toi, c'est tout. Comment tu peux indiquer son chemin à un inconnu? Tu n'as pas songé au danger? Dit Jérôme en levant les bras au ciel. Tu as raison, bien sûr. J'aurais dû me méfier. Après tout, s'il connaît papa. T'as craqué à papa, hein, c'est ça? Daddy! Il doit habiter dans les environs. Pourquoi n'arrive-t-il pas à trouver pour la route 7? C'est ce que je disais. Hein? Ah, ok, pourquoi n'arrive pas très c'est bon. Je reprends dessus, je l'ai chié la phrase. Ah ouais, non? Pourquoi n'arrive-t-il pas à trouver la route 7? C'est ce que je te disais. Mais son visage me disait pas quelque chose. Il me paraissait un homme bien ordinaire. Il ne ressemblait pas du tout à l'image que sont faits des meurtriers. La sonnette retentit. C'est la pizza! Annonça Madame Porlier au bout d'un moment. Allons manger avant que ça ne refroidisse! Plus tard, lorsque la boîte fut vide et qu'il ne resta plus sur la table que des morceaux de croûte, des miettes et des verres vides, ils retournèrent tous au salon pour installer l'arbre. L'atmosphère était plus détendue et Madame Porlier semblait moins préoccupée. Lorsque le téléphone sonna plus tard, dans la soirée, c'est le père de Rose qui répondit. « C'est pour toi, Rose. » Elle espéra que c'était Daniel. Il paraît qu'il y a eu un petit peu d'agitation à l'église aujourd'hui. Dit le vieux Paquette. Est-ce que ça va? Oui, j'y crois. Répondit Rose. Je ne suis pas prophète, mais de tels incidents pourraient se reproduire. Poursuivit-il. Cela t'aiderait peut-être d'apprendre à mieux te connaître, Rose. Tu dois faire face à l'ennemi. Quel ennemi? Demanda Rose. Mais tu ne sais donc pas qui c'est? Dit le vieil homme. En voyant que Rose ne répondait pas, il continua doucement. Si tu as besoin d'aide, ma sœur Marthe Paquette est prête à t'aider. Elle en sait plus long que moi dans ce domaine. Elle peut te guider en eau trouble. Réfléchis bien, Rose. L'ennemi? Pensa Rose une fois qu'elle eut raccroché. Le vieux Paquette essayait-il de lui dire qu'il s'agissait d'elle-même? Hey, Monsieur Paquette, ça casse le fantasme. Ouais, c'était qui encore l'acteur qu'on avait vu pour le jouer? Là, on était dans Jerry Dandridge, là, mais... Ouais, c'est ça, Jerry Dandridge. Ouais, non, c'est... on a plus... En tout cas, si Jerry Dandridge parle de même, ça me tente plus. Peut-être qu'il était après sa transformation de la fin. Donc, écoute, la note Goodreads de Un Noël sanglant basée sur 181 ratings, c'est 3,67 sur 5. Okay. Toi, combien lui as-tu donné, Janice? Ben moi, je donne 4. Quand même? Parce que, dans mon souvenir de ce que j'ai déjà lu, j'ai l'impression que c'est un bon. Mais j'ai aucun... Moi, je le trouve bon, là. J'ai aucun point de référence parce que j'en ai pas relu encore. Mais moi, je dis 4. 4, c'est bon. Peut-être ça va s'ajuster si j'en relis d'autres, là, mais... J'ai hâte de voir un week-end très spécial. Comment tu vas trouver ça? Ouais, c'est ça. J'ai commencé, puis on dirait que j'ai moins encore embarqué dans lui. Ben, c'est différent. C'est pas la même chose. Puis moi, j'ai donné 4,7.
Ah, ben, c'est le mood, c'est le temps de Noël, c'est le... Écoute, je sais pas pourquoi, mais tu sais, j'ai tellement le souvenir clair dans ma tête de quand je l'ai acheté au Costco, dans le temps qu'on appelait le Club Price. Le Club Price. Puis, il était placé en deux, tu sais, t'en achetais deux, puis il coûtait 1 pièce de plus pour un, tu sais. Okay. Puis, un Noël sanglant puis Rêve fatal, les deux plus épais, ils étaient ensemble. Puis je l'avais acheté sachant que j'allais pas pouvoir le lire. Ben, pas pouvoir, mais comme que j'allais pas le lire parce qu'il était trop épais puis que, tu sais, 236 pages, c'est quasiment 100 pages de plus qu'un frisson habituel qui se tourne autour du 155. Ouais. Fait que... Mais, tu sais, finalement, j'ai fini par le lire puis j'étais fier de moi d'avoir lu un livre de 236 pages puis, tu sais, c'était tout ça là, qui rentre là-dedans. Mais, tu sais, à chaque fois que je l'ai lu, je l'ai jamais compris de la même façon, le livre. Mais là, c'est là que j'ai eu le plus de fun, par exemple. Oui, c'est ça. Là, on le verra plus jamais de la même façon. Non, c'est ça. Là, en ce moment, Jérôme, disons qu'il s'habille en arc-en-ciel. Puis toi, ben, dans des titres, est-ce que tu as trouvé des titres alternatifs pour ce livre-là? Ben moi, j'ai fait un clin d'œil à Paul et les jumeaux. Non! Ben, moi, j'ai mis... Super random, là, moi, Paul j'ai mis Noël et les jumeaux. Ah, ben oui, c'est bon. Noël et les jumeaux. C'est pas épeurant, par exemple. C'est pas épeurant du tout. Ben là, c'est sûr que, tu sais, un Noël sanglant, tu penses à Black Christmas, mais tu sais, je veux dire... Le titre, il est vraiment bon en français, tu sais. Comme si tu regardes la version anglaise, le titre n'est pas écrit façon Noël du tout, rien. Puis au Québec, là, Noël... Ah, écoute, il a l'air de Noël. En plus, avec le collant, comme il aurait dû le garder, tu sais. En tout cas, moi, dans mes titres alternatifs, j'ai marqué... Vu que c'est un danseur, So You Think You Can Kill? Oh oui! Oh, So You Think You Can Kill. J'ai marqué Nelly brise le silence, esti. Et Édouard au Noël sanglant. Ah ouais. Ah ben oui. C'est cute. C'est Édouard. Oui, tu sais, ça fait comme conte pour enfants, tout le monde peut le lire, puis le gars il s'appelle Édouard. Fait que voilà. T'as des bons titres. Et c'était un Noël sanglant, mesdames et messieurs. Donc sur ce... On est déjà à la fin, c'est déjà le temps de se quitter. Je vous souhaite, mes chers poussineaux-poussinettes de l'horreur, et toi, Janice, que j'adore, je vous souhaite des joyeuses fêtes, soyez prudents, et n'oubliez pas que la modération a bien meilleur goût, et si vous êtes capable d'être sobre, c'est encore mieux. Joyeuses fêtes! Ce bout-là, parce que s'il y a des frères et sœurs amoureux qui vous écoutent, ils vont se dire... C'est quoi les chances? Ouais, j'avoue, tu sais, qui paye pour Patreon, puis lui nous juge, man. Mais c'est pas légal, pareil, tu sais, c'est pas supposé, tu sais. Il y a des petits chiens... Tu vas perdre d'un Patreon, là. Mon Dieu. Ben, tu sais, je juge pas, tu sais, je dis ça parce que, en plus, j'ai vu un film qui s'appelle From Beginning to End, Do Comancio del Particote. Ouais, je pense qu'on en avait déjà parlé dans un, dans un autre épisode. Ah, ben, j'en ai parlé à Déjà Vu quand on est allé, on a eu un podmeet à un moment donné, puis on avait parlé de 3 films que j'avais trouvé, en tout cas, c'est spécial, mais allez voir ça, ça va aller plus vite.